Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital 87e numéro pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Évidemment, l'actualité dont on va discuter aujourd'hui, c'était le match de vendredi soir pour le compte de la 21e journée, la victoire écrasante du Paris Saint-Germain 4-0 contre Montpellier. Et on terminera sur un petit débat sur Kylian Mbappé, notamment après ses déclarations d'après-match. Et je sais, connaissant la vie de certains ici, je sens que ça va être un débat sympathique. Tout d'abord, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui pour débriefer pendant une heure toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, Yacine Amned qui est avec nous. Comment ça va, Yacine? Salut à tous, écoute, ça va bien, j'espère que vous aussi. Écoute, est-ce que tu as passé un bon week-end de football? Je sais que tu as Ouais. été pas sollicité par le Club des 5, tu as fait 2 émissions, je crois, ce week-end. Ouais, enfin, je devais, mais la dernière a été annulée hier soir, mais j'ai été obligé de regarder les matchs puisque ça a été annulé à la dernière minute. Vous deviez d'ailleurs débriefer, c'était quel match? Ah oui, c'était le samedi, vous devez débriefer Bayer Non, ça Leverkusen. j'ai fait. Vous l'avez C'est fait? dimanche qui a été annulé, on a annulé Lyon et l'Atlético. Mais à la base, vous deviez faire le match du Bayer Leverkusen contre Wolfsburg, mais au final, vous ne l'avez pas fait parce que ce n'était pas un Ouais, match très reluisant. Voilà. il y a beaucoup de purges en ce moment quand même. Ouais, il y a beaucoup de purges, c'est vrai. Nicolas Puravo qui est également avec nous. Comment ça va, Nico? Ça va, bonjour à tous. Motivé, en forme pour parler de ce match. Alors, c'était vendredi, hein, mais voilà, avec les contraintes et l'emploi du temps de certains, bon, notamment moi aussi qui travaille, mais avec vous aussi. On fait ça le lundi, tranquillement, à tête reposée. Ça te convient? Comme ça, on peut revenir tranquillement sur le match. Exactement, comme ça on peut bien. On se le refait en replay des fois le match, mais pas là, il n'y avait pas besoin. Yacine, il se le fait direct la nuit, lui, mais nous, on a besoin de 2 jours pour revoir le match. Nico, il est un peu dégoûté parce qu'il n'y avait pas Becker, mais on y reviendra. Il y avait des belles choses quand même à débriefer sur ce match, autre que la performance de Michel Becker. Et enfin, un nouveau qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, un ami, il faut le dire, hein, oui, il y a de la connivence dans cette émission, c'est un ami tout d'abord. C'est également un très bon consultant éditorialiste, vous le retrouvez sur l'émission du Club des 5 et sur la chaîne de télévision Africa 24. C'est Samy Mochtabi qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Samy? Bonjour tout le monde, tout va bien, tout va bien. Très heureux, très honoré aussi d'être présent parmi vous. C'est très gentil pour l'invitation et c'est un plaisir de faire cette émission avec vous. Il faut le dire que ça fait longtemps que j'essaye de te soudoyer pour que tu viennes dans l'émission. Alors, on peut aussi que tu as un emploi du temps chargé et une vie familiale chargée. Voilà. Ouais. C'est difficile de trouver un créneau, mais là, aujourd'hui, tu me fais le plaisir d'être avec nous. Là, on est bien, tout est bon. Et avant de commencer le podcast, je voulais aussi revenir sur ce qui est sorti samedi, un nouveau format vidéo sur la chaîne YouTube de Paris United qui se nomme La Minute Tactique de Yacine, donc incarné par Yacine Amned, ici présent. Yacine, tu vas nous parler un peu de ce nouveau format et pourquoi tu le fais et les améliorations. Je rappelle, en gros, tu as analysé 3 situations du PSG Montpellier de vendredi soir pour comprendre les comportements, les mouvements des joueurs. On en avait parlé lors d'un précédent podcast et tu l'as mis en application avec ce nouveau format vidéo. Ouais, c'était une idée qu'on avait avec Mousse d'apporter un petit plus par rapport à tout ce qu'on dit, parce que c'est vrai que on parle, et parfois il y a des moments du match, en fait, tout le monde ne se rappelle pas de tous les moments du match. Là, ça permet de faire un focus sur un vrai moment avec le positionnement des joueurs, ce qu'on peut attendre d'eux, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est un format qu'on va essayer de répéter régulièrement en fonction de ce qu'on pourra faire, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a des droits d'image, donc on ne peut pas avoir les actions entières, faire des captures d'écran. On n'a pas tout le temps la possibilité de le faire, mais en tout cas, on va essayer de le faire au maximum pour apporter justement un petit plus par rapport à ce qu'on débriefe dans le podcast. C'est un peu plus parlant. Voilà, là, la première, c'était un test. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de remarques sur les feuilles imprimées. C'était pour voir, en fait, si ça intéressait les gens. Et ça a bien pris. Donc, nous, on est très contents de vos retours. Et effectivement, on va s'améliorer pour les prochaines. Et puis là, c'est des choses positives, parce qu'il y a eu des choses positives contre Montpellier. Ce sera aussi sur des choses négatives. Et on essaiera, pourquoi pas, aussi de faire de temps en temps, par exemple, sur le prochain adversaire en Ligue des Champions, 2 ou 3 choses importantes de l'adversaire. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. En tout cas, ça a bien marché pour la première. Voilà. Ça a très bien marché, plus de 4000 vues, plus de 100 commentaires, pratiquement tous positifs de ce que j'ai vu. Ouais. Donc voilà, franchement, bravo Yacine. Et puis alors, pour préciser, c'est vraiment différent de ce qu'on fait dans le podcast. On revient vraiment sur l'ensemble du match. Là, c'est sur des faits de jeu vraiment ciblés, Yacine, sur lesquels tu reviendras. Voilà, c'est comme l'action du but ou l'action du centre du Kurzawa, où on voit bien le positionnement des joueurs, comment ils font leurs appels. Et ouais, compléter tout ce qu'on dit en fait sur la coordination des mouvements, des appels, les choix de jeu. Voilà. Voilà, c'était un premier jet. Évidemment, ce sera amélioré au fur et à mesure du temps. Commençons donc ce podcast, les amis, avec évidemment le retour sur ce PSG Montpellier, victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Le PSG qui l'a remporté avec la manière au Parc vendredi soir pour le compte de la 21e journée.
le Paris Saint-Germain qui a su profiter de sa supériorité numérique avec l'exclusion du gardien montpelliérain Jonas Omlin pour faire la différence en deuxième période avec ses 3 buts en 3 minutes sur des très belles actions et donc surclasser Montpellier qui n'a remporté qu'un seul de ses 9 derniers matchs. Donc ça ne va pas fort pour les hommes de Michel Derzakarian. Et nous, on va revenir évidemment sur la prestation du Paris Saint-Germain. Et avant de commencer de rentrer, on a choisi plusieurs thématiques évidemment pour revenir sur le match. J'aimerais que vous me décriviez le match avec un adjectif. Nico, je commence par toi. Spectaculaire, abouti, collectif. Quel mot te vient à l'esprit quand je te parle de ce PSG Montpellier? Je dirais prometteur. Prometteur parce que il faut quand même ne pas oublier un critère important de ce match, c'est que tu as joué pendant presque 90 minutes en supériorité numérique. Donc, il faut quand même être relativement prudent dans les conclusions. Par contre, prometteur par rapport à l'investissement, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place depuis l'arrivée de Pochettino et puis par rapport aussi à l'état de forme de plein de joueurs qui commencent à monter. Donc, voilà, je vais partir sur ce mot-là. Samy, quel adjectif te vient à l'esprit quand je te parle de ce PSG Montpellier? Je dirais plutôt plaisant. Plaisant. C'était plaisant. C'est un adjectif qui est plutôt rare, je trouve, avec les prestations du PSG ces derniers mois. Donc voilà, agréable, plaisant, on va dire. Voilà, c'est une notion de plaisir que j'avais du mal à ressentir ces derniers temps. Et sur ce match de vendredi soir, c'était plutôt présent. Et donc voilà, je préfère, je note ça. Donc, prometteur, plaisant. Pour toi, Yacine, quel adjectif? Cohérent. Cohérent parce que, en fait, alors l'expulsion, je l'ai déjà dit, mais l'expulsion, elle fait partie du jeu et elle n'est pas volée. Donc, oui, c'est vrai que tu joues à 11 contre 10, donc il faut toujours en tenir compte. Malgré tout, l'expulsion, c'est pas un fait de jeu, une erreur d'arbitrage. Et voilà, Paris a fait l'action qu'il fallait, le gardien a fait son erreur, il est expulsé. Par contre, ce que je retiens, c'est qu'à 11 contre 10, Paris a eu des matchs où il est tombé dans la facilité, justement, avec cette supériorité, des joueurs qui en font trop. Et là, j'ai trouvé cohérent le fait que malgré que Paris soit 11 contre 10, ça a continué à essayer de jouer, plutôt simple, avec du mouvement, avec des redoublements de passes. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une idée derrière ça. Et de ne pas se dire, bon, ça y est, le match, il va être rendu facile maintenant, donc on peut faire n'importe quoi. Non, ils ont continué à essayer de faire des choses qui apparemment ont été travaillées, ou en tout cas, il y a une ligne directrice qui se dégage. Et je trouve que c'est très intéressant pour la suite. Oui, parce qu'évidemment, on va parler du match. Évidemment que l'expulsion fait que le Paris Saint-Germain a eu plus le ballon, a eu plus d'opportunités. Mais voilà, on a souvent vu des matchs du Paris Saint-Germain où ils avaient du mal face aux équipes regroupées, etc. Et ils n'ont pas arrêté de jouer. Et ils ont marqué 4 buts. Et ils auraient pu en marquer d'autres, évidemment, si le gardien qui a remplacé Omlin n'avait pas fait ces magnifiques arrêts. On va commencer pour revenir sur ce match, sur une thématique. On va y aller en mode entonnoir. On va revenir déjà sur la qualité du jeu, la prestation collective, et ensuite on passera plus aux performances individuelles. Nico, je me tourne vers toi pour parler de la bonne performance du Paris Saint-Germain. On a noté plusieurs choses intéressantes dans le jeu du Paris Saint-Germain, notamment, on a parlé dans le groupe WhatsApp où on discute avec les gens de Paris United, l'animation offensive qui t'a beaucoup plu, le jeu qui était plus fluide, la montée en puissance physique, les latéraux exploités. C'est vrai qu'on a vu des choses. On commence à voir des choses, des prémices avec ce que Pochettino peut mettre en place. Et sur le match de Montpellier, c'était assez parlant, on va dire. Ouais, c'était parlant. Et puis, ça rejoint un petit peu cette idée que l'équipe est mieux physiquement et que du coup, forcément, tout le reste commence à suivre. Donc, effectivement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie fluidité dans le jeu du PSG. Une volonté de jouer les uns pour les autres, une volonté de mettre l'autre dans une bonne position. Enfin, tu sentais sur ce match quand même que la passe était privilégiée au dribble. C'est pas toujours avec le PSG, encore moins avec Mbappé et Neymar sur le terrain qui là, comme par miracle, se mettent à jouer avec les autres. Chacun un petit peu dans son registre également, puisqu'on le voit, Mbappé prend des espaces qu'il ne prenait pas ces dernières semaines. Alors c'est aussi dû, à mon avis, au physique qui va mieux. Et comme par hasard, tout ça, ça te fluidifie un petit peu le bloc. Tu as des mouvements plus cohérents, tu as des latéraux qui sont servis dans le bon tempo, tu as un milieu qui peut s'exprimer également assez bien. Et j'ai trouvé que l'ensemble était à la fois coordonné et, comme le dit Yacine, cohérent. Voilà, c'était vraiment chacun dans un registre bien défini. Et ouais, c'est vrai que, comme le dit Samy, c'est vrai que c'était plaisant à voir parce que c'est pas arrivé souvent cette année. Et puis, on a un petit peu le sentiment qu'il y a une montée en puissance qui est en train de se produire. Et on se dit que c'est quand même le bon moment. Le nombre de fois où les saisons précédentes, Paris était à plein régime au mois d'octobre-novembre, et puis derrière, ça calait.
peut-être que cette année, ça va être le contraire et peut-être que justement, ce plein régime, il va arriver dans 3 semaines et ça tombe plutôt bien parce qu'il y a un match sympa qui se présente. Donc, ouais, vraiment agréablement surpris par ce que j'ai vu en tout cas. Samy, tu es du même avis que Nico. Tu sens que le PSG est sur une pente ascendante. On a souvent parlé, on est revenu aussi dans les émissions du Club des 5 et dans le podcast ici, sur le fait que le PSG a eu un creux physique parce qu'il a enchaîné avec le Final 8 au mois d'août. On a senti les joueurs épuisés physiquement. Et là, sur ce match contre Montpellier, certes, on rappelle, mais on ne va pas le dire à chaque fois, qui était à 11 contre 10, mais on a senti que dans la répétition des efforts, dans l'intensité, le Paris Saint-Germain était présent. Oui, et puis tu sens, oui, clairement, tu sens qu'il y a un changement quand même match après match. C'est vrai que voilà, on avait quand même de la soupe sur le mois de septembre, octobre. Je passe les défaites, je passe les performances en demi-teinte aussi en Ligue des Champions. Donc voilà, il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes. Ça a été pointé par les observateurs et les analystes. Donc c'est pour ça aussi que quand ça va mieux et qu'on sent enfin, qu'il y a un ressenti global, comment dire, qui s'est amélioré, il faut aussi le signifier. Donc moi, je trouve, on ressent aussi, il y a plus d'envie. On sentait un peu une équipe qui ronronnait, je trouvais, ces derniers mois. Une équipe qui, comme l'a dit Yacine aussi, voilà, souvent une équipe qui se savait supérieure et pour le coup, bah, voilà, se laissait un peu aller et faisait juste un tout petit peu plus que ce qu'il fallait pour pouvoir remporter la partie. Là, même si vous l'avez très bien dit, Paris a évolué à 10 contre 11. C'était une équipe aussi de Montpellier. C'est dommage de ne pas avoir affronté l'équipe de Montpellier du mois de novembre, début décembre, qui avait une vraie dynamique, qui était même bien au classement et une vraie solidité défensive. Ça aurait été un vrai test. Là, c'est vrai que c'était un Montpellier un peu diminué, qui est sur une série de résultats assez compliqués, mais ça reste quand même une équipe solide de notre Ligue 1. On a vu quand même un Paris voilà, qui est resté concentré. Même je trouve aussi dans l'attitude des joueurs, dans la gestuelle, il y a des choses que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Quoi. Et tout ça, et il y a aussi un truc que je voulais pointer aussi. On nous avait dit aussi que cette semaine-là, Paris, pour la première fois, pouvait travailler pleinement. C'était quoi? C'était 6 ou 7 jours de suite, puisqu'il n'y avait pas de match qui entrecoupait dans la semaine. Donc, c'était pas non plus des promesses. Ils nous avaient pas dit, attendez, vous allez voir ce qui va se passer. Mais on attendait quand même quelque chose de cette rencontre. Et au final, ben, on a eu ce qu'on attendait. On a vu un meilleur Paris. On a vu dans le jeu, que ce soit même aussi le bloc équipe, le collectif. Il y a eu des améliorations sur quasiment tous les compartiments du jeu. Et aussi comment dire, dans les prestations individuelles des joueurs, puisqu'il y a beaucoup de joueurs aussi qu'on voit maintenant à un niveau différent, comme Diallo, comme Kurzawa, peut-être qu'on reviendra dessus, pardon. Mais voilà, globalement, c'est satisfaisant. Et oui, pour moi, il y a une nette amélioration. Mauricio Pochettino qui était sous Covid cette semaine et qui a été remplacé par ses adjoints Jesus Pérez et Miguel D'Agostino. Mais Yacine, c'est vrai qu'on s'est fait tous les matchs, on s'est fait aussi dans le podcast. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeu aussi abouti, cohérent, spectaculaire, je peux même dire, parce qu'on a vu des séquences de balles, des séquences à une touche de balle, des combinaisons, du mouvement. Voilà, on le pointe souvent aussi du doigt, mais là, il faut le dire quand c'est le cas. Oui, parce que encore une fois, c'est toujours la limite entre, on se dit, ouais, quel est le rôle de l'entraîneur, à quel point il impacte sur le joueur, sur les joueurs, sur le jeu. Alors parfois on se dit, ouais, les joueurs finalement ils se suffisent à eux-mêmes et l'entraîneur il est un peu là pour orchestrer tranquillement. Parfois il y a des vrais principes qui se dégagent. Je trouve que là il y a quelque chose qui, après une semaine d'entraînement, effectivement il y a des choses qui se sont bien dégagées. On parlait d'Mbappé, les appels en profondeur. Effectivement, il y a peut-être les jambes, il y a une semaine de travail tranquille où tu peux récupérer et pas enchaîner. Et mentalement aussi, c'est important. Mais malgré tout, il n'y a pas que les jambes. Il y a quand même ce que te demande l'entraîneur. Et je pense que dans ce qu'on a vu d'Mbappé, par exemple, il y a quelque chose de... C'est obligatoire que Pochettino lui a dit, non, je veux te voir là, prendre la profondeur, prendre les espaces et arrêter de venir décrocher au milieu de tout le monde. On l'a vu aussi dans le positionnement de Di Maria et Neymar, qui démarrent plutôt côté, mais qui finissent beaucoup à l'intérieur du jeu, et notamment l'action du premier but, où Neymar est à l'intérieur, et Di Maria vient encore à l'intérieur demander dans un intervalle, et qui trouve Mbappé. Donc il y a des choses qui se mettent en place, ça c'est clair. Et sur le côté athlétique, on sent aussi qu'il y a une idée derrière tout ça. Pochettino est parti, alors on l'avait déjà dit, il n'a pas eu ses semaines de pré-saison, parce qu'il arrive en cours de saison. Et on sent qu'il a envie d'installer une équipe pour travailler là-dessus, parce qu'on voit quand même des joueurs enfin une équipe qui se dégage. C'est souvent la même équipe qui aligne au départ, et les joueurs jouent de plus en plus longtemps. Voilà, on sent l'idée de dire, bon, j'ai un 11 dans la tête, j'ai pas eu forcément le temps de le travailler avant.
Bah, ça va être maintenant. Et ces joueurs, pour progresser, il va falloir qu'ils jouent longtemps. Parce que c'est toujours pareil quand tu dis à un joueur, parce que c'est l'exemple de Verratti, on va le prendre. Oui, il tient que 60 minutes. Bah oui, mais si en même temps tu le sors à chaque fois à la 66e, te demande pas pourquoi il tient pas 85. Mais si tu le fais jouer 90, 90, 90, bah, au bout d'un moment, c'est comme tout le monde, il va tenir 90. Donc l'idée, elle est là. Alors on peut toujours se dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre plus de concurrence ou pas? C'est un choix. Voilà. Dans l'urgence, il y a des choix à faire. Soit tu mets la concurrence partout, soit tu te dis, j'installe une équipe et je vais aller le plus loin possible comme ça, en tout cas en ce moment, en fonction bien sûr des blessés, des suspendus, etc. Voilà, c'est l'idée. Je trouve que l'équipe, elle est de mieux en mieux. Voilà. C'est vrai qu'il y a, Nico, il y a une équipe type qui se dégage au fur et à mesure des compositions et depuis que Pochettino a repris le Paris Saint-Germain. Et ce 4-2-3-1, mais qui peut évoluer en 4-4-2, parce qu'on a plus vu un 4-4-2 quand même contre Montpellier, je pense, avec Mbappé et Icardi vraiment en pointe. Comment tu l'as ressenti, toi, par rapport à l'animation Ouais, ce que dit Yacine, c'est intéressant parce que on avait vraiment l'opposé avec Tourelle, à savoir jamais deux fois la même compo d'équipe. Alors bon, Tourelle a eu aussi ces 6 derniers mois des contraintes physiques qu'on peut pas occulter, hein, mais même on sentait quand même que dans sa volonté de... Oui, c'était d'ailleurs paradoxal avec Tourelle, parce qu'on sait qu'il est très proche de ses titulaires et qu'il a tendance à mettre de côté les autres, mais à côté de ça, il a concerné depuis 2 ans un nombre de joueurs incalculable, à tel point qu'on savait même pas quelle était son équipe type. Pochettino, il prend le contre-pied complet de cette approche. Il a déjà lui dessiné une équipe type. Alors, est-ce que c'est l'équipe qui débutera les gros matchs? J'en sais rien aujourd'hui. Mais en tout cas, sur le papier, c'est une équipe qui est sympa, euh, qui en plus correspond encore une fois assez bien aux caractéristiques du PSG, parce que quand tu as un tel arsenal offensif, c'est toujours difficile de pas les aligner. Aujourd'hui, Tourelle, voilà, gros lapsus, Pochettino a clairement pris pour l'instant cette optique d'aligner les quatre. Là où on va attendre de voir son travail et entre guillemets, son pouvoir de persuasion, c'est de voir si les quatre de devant, ils vont être capables d'enchaîner les matchs et surtout d'enchaîner les efforts comme Pochettino va demander forcément à ce qu'il fasse au niveau du travail défensif. Tourelle a réussi pendant quelques semaines et puis derrière, il a lâché prise parce qu'on connaît le comportement de certains et que c'est pas forcément évident de leur demander ce genre de tâches. Si Pochettino arrive à les concerner là, pendant les 3-4 prochains mois et à voir ce qu'on a vu en termes d'implication hier et de cohérence, je pense qu'on sera sur la bonne voie et qu'on aura déjà une bonne base de travail pour la saison prochaine. Mais oui, cette équipe-là, elle se dessine et aujourd'hui, encore une fois, quand on a un tel potentiel offensif, ce serait quand même dommage d'en aligner que un ou deux. Donc on a les quatre actuellement, moi j'aime beaucoup. Il va falloir maintenant voir sur la durée si ça peut fonctionner dans les gros matchs. J'ai quand même un doute par rapport à ça. Quand on va affronter des équipes avec des gros milieux de terrain, avec de la grosse densité, du gros pressing, est-ce que les quatre de devant seront capables de te donner une cohérence et un équilibre? J'en suis pas persuadé aujourd'hui. En tout cas, Nico, tu me fais une belle passe D, puisqu'on va parler du quatuor de devant à présent. Samy, je me tourne vers toi, je vais te lancer dessus. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de les voir aligner ensemble cette saison, de par certains qui ont eu le Covid, d'autres qui ont été blessés, suspendus. Et c'était une première d'ailleurs sous l'ère Pochettino de voir les quatre alignés ensemble titulaires. Donc le retour des quatre fantastiques, un peu à l'époque du 4-4-2 quand Thomas Tuchel l'avait mis en place pour faire jouer Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria. Les quatre buts sont venus d'eux, hein, enfin un doublé de Mbappé, un but de Neymar, un but d'Icardi, Di Maria qui a été passeur décisif. On a vu beaucoup de bonnes choses des quatre devant, des combinaisons à une touche de balle, beaucoup de mouvements, des joueurs qui cherchent surtout, je pense que c'est intéressant, et un repli défensif. C'est vrai qu'ils ont livré une performance plutôt au-delà de leur performance individuelle, collective aussi. C'est ça qui est important. Oui, oui, moi, je trouve que comment dire, que le message envoyé par Pochettino est plutôt positif, hein. Il y a eu beaucoup de débats par rapport justement au cadre de devant. Est-ce que ça a impacté l'équilibre de l'équipe? Est-ce que Nicolas a très bien dit, est-ce que face à un adversaire un peu plus solide, est-ce que ça va tenir ce genre de schéma? Tu disais, c'est la première fois qu'il le faisait. Il l'avait fait aussi contre Angers, même si à la place d'Icardi, c'était Keane devant. Mais dans l'idée, c'était quand même les quatre offensifs devant. C'est à peu près le même principe. Je rejoins parfaitement ce qu'a dit Nicolas. C'est vrai que voilà, personnellement et même pour le football, c'est plutôt une bonne idée, hein, quand même de jouer avec ces quatre offensifs-là, les quatre fantastiques. Ça fait rêver forcément. Maintenant, est-ce que
face à une opposition un peu plus compliquée, est-ce que ce genre de composition d'équipe serait adéquate? Tourelle avait essayé, il nous avait fait miroiter un peu la possibilité d'avoir ce genre de composition lors des grands rendez-vous. On ne l'a pas forcément vu. Il y avait toujours une adaptation par rapport à l'adversaire. Là, les 4 de devant, clairement, contre Montpellier, ils ont montré beaucoup de choses. Que ce soit, moi je trouve aussi dans la solidarité. Donc la solidarité, ça implique également, tu l'as dit, le repli défensif. C'est quelque chose qui n'existait pas réellement au sein du Paris Saint-Germain, en tout cas sur la ligne offensive. Voir Mbappé et Neymar à leur niveau, attention, hein, ce n'était pas des replis défensifs non plus qui donneraient, comment dire, qui exciteraient Simeone, mais c'était quand même... Samy, sur le 4e but, c'est Neymar qui la récupère. Oui, mais je veux dire... Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'était pas. Est-ce que lors d'un match à grande intensité, à 11 contre 11, est-ce que Neymar fera cet effort défensif ou se réservera plutôt un peu d'énergie pour essayer de retenter une action de classe? Il y a ça aussi, on verra. Maintenant, c'est quand même des choses positives qu'on commence à voir avec ce Paris Saint-Germain-là. Donc, moi, je suis que pour cette idée de mettre ces 4 fantastiques devant, de voir aussi un Icardi beaucoup plus impliqué. J'avais l'impression que c'était plus un joueur de football ces derniers mois. Il avait disparu. On parlait de transfert ou autre. Donc voilà, tout ce qui se passe actuellement, j'ai l'impression que voilà, c'est dans le bon sens. Pochettino, il a beaucoup de chance aussi de retrouver tous ses joueurs au bon moment. Il reste, on sait que voilà, il y a un objectif principal, c'est la double confrontation face au FC Barcelone. Est-ce qu'il y aura assez de temps pour développer ces automatismes et pour que ce soit efficace au moment T? On verra bien, mais en tout cas, c'est clair que ce soit dans les intentions, que ce soit dans le lien offensif entre les joueurs, dans leur comportement, chacun aussi a accepté d'être à sa place. Yacine le disait, on a beaucoup moins vu Mbappé et Neymar, par exemple, se marcher sur les pieds comme ils faisaient lors des précédentes rencontres, puisque chacun a accepté sa position, chacun a accepté son poste. Donc c'est quand même de bon augure pour la suite. Yacine, j'ai pris une déclaration de Mauricio Pochettino sur justement les replis défensifs dont on parlait, parce que je sais aussi que c'est un secteur qui te tient beaucoup, Yacine, sur quand on aligne comme ça 4 joueurs. Je te la donne et je te ferai réagir dessus. Et donc Pochettino répond à cette question sur Neymar qui fait des replis défensifs. Est-ce que c'est la preuve d'une équipe qui progresse dans ce secteur? Et l'entraîneur argentin répond oui. Je pense que l'équilibre offensif-défensif est important pour toute équipe. Quand tu as autant de talent sur le terrain, des joueurs si déséquilibrants, tu cours le risque de perdre un peu cette intensité défensive qui est nécessaire pour être compétitif dans les grandes occasions. Ce que disaient un peu Nico et Samy depuis le début. Quand le niveau de l'adversaire va augmenter, la différence ne se fait pas seulement en phase offensive, mais aussi en ayant la capacité de défendre et de récupérer le ballon le plus vite possible. Je suis content des efforts de Neymar. Il est sur la pente ascendante ces dernières semaines. C'est un joueur qui s'engage énormément et on est très heureux de voir ce niveau d'engagement pour l'équipe. On connaît déjà son niveau balle au pied, mais qu'il fasse ses efforts aussi pour défendre et aider l'équipe est tout à son honneur. Yacine, c'est vrai que dans ce match-là, en tout cas à l'image de Neymar, on l'a vu, les 4 ont respecté les consignes de l'entraîneur. Ouais, alors sur Neymar, rapidement, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais moi, Neymar, je suis désolé, mais dans les grands matchs, je l'ai toujours vu faire le travail. C'est plus sur Mbappé, voire Di Maria, que j'ai plus de doutes. Mais Neymar, moi, dans les grands matchs et avec le Barça déjà à l'époque, je l'ai toujours vu travailler. C'est pas un joueur qui se cache. Neymar, il a plus de mal dans les matchs dans les matchs dits faciles, où effectivement, il a rapidement tendance à tomber dans la provocation, dans la facilité, à pas forcément se replier. Voilà. Mais dans les gros matchs, moi, je l'ai toujours vu faire le travail. Alors, si en plus il le fait maintenant contre Montpellier, ce sera encore mieux. Il y a plusieurs choses. Alors, sur l'histoire du déséquilibre, moi, je pense que je vais me placer un peu du côté de l'entraîneur. En fait, un entraîneur, il a toujours le questionnement de se dire qui sont mes meilleurs joueurs, comment je peux les aligner, est-ce que ça va me déséquilibrer? Et moi, je l'ai répété souvent quand on parlait l'année dernière du 4-4-2, à dire, pour moi, le problème, ce n'est pas le 4-4-2, c'est l'état d'esprit. Est-ce que les 4 de devant vont se dire on veut faire le spectacle et on va faire que jouer avec le ballon et laisser les autres travailler? Ou est-ce qu'on est prêt à s'inscrire dans un collectif pour jouer ensemble, justement? Et moi, je pense que le vrai questionnement, il est là. Si les joueurs ont décidé de faire l'effort, de travailler, de courir, de gêner la première relance, évidemment que tu vas les aligner. Et on peut toujours prendre l'exemple du Bayern. Moi, on m'explique qu'on ne peut pas jouer autrement qu'en 4-3-3 dans les gros matchs. Mais c'est faux. Le Bayern a joué en 4-2-3-1 et je rappelle que la ligne de 3 devant, c'était, ou c'est régulièrement, Gnabry, Coman et Müller. Mais où sont les joueurs dont on se dit c'est des défenseurs, c'est plutôt des joueurs travailleurs? Et c'est pas vrai.
ils font les efforts. Parce qu'à un moment donné, si tu veux jouer, tu dois t'inscrire dans cette logique-là. Donc moi, je pense que s'ils ont l'état d'esprit, il n'y aura pas de problème. Et, et ensuite, pour les gros matchs, est-ce que ça va tenir? Alors, on ne le sait jamais. J'ai juste envie de dire que cette année, moi, je vois beaucoup de matchs, et enfin, vous aussi, puisqu'on travaille tous au Club des 5, donc on en voit des matchs européens. Est-ce qu'il y a des équipes aujourd'hui dont on se dit, ouais, cette équipe-là, si Paris joue comme ça ne passera pas? Non. Le Bayern n'est pas hyper impressionnant. Le Barça, le Real. Voilà, il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui ont aussi ces lacunes par rapport à tout ce qui s'est passé, hein, parce que tout le monde vit la même chose. Liverpool souffre. Donc, j'ai envie de dire, s'ils sont dans l'état d'esprit et qu'ils ont progressé un peu athlétiquement, moi aujourd'hui, je ne vois pas d'équipe sur lesquelles je vais me dire, tiens, non, s'ils jouent comme ça, Paris va souffrir. Nico, tu veux Ouais, dire. il y a une chose, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'équilibre au sein d'une équipe, mais bon, Yacine sera peut-être plus compétent que moi là-dessus, mais je pense que justement, c'est le déséquilibre qui va permettre à une équipe comme le PSG d'aller créer du danger. C'est important d'avoir des déséquilibres. Ce qui est important, par contre, c'est qu'effectivement, là où ça va faire des différences dans les gros matchs, c'est que à la perte du ballon, il faut être capable effectivement de repositionner un bloc très rapidement. Alors que ce soit par un contre-pressing ou par du replacement, mais il faut être capable de gêner l'adversaire à la perte de la balle pour que ça aille pas trop vite vers ton but. Mais le déséquilibre en soi, moi, je suis pas choqué de voir un PSG déséquilibré. Au contraire, ça me plaît. Ça me plaît d'avoir des latéraux super hauts, d'avoir des fois un énorme déséquilibre au milieu parce que les mecs se sont projetés. C'est une bonne chose. Mais il faut être capable, effectivement, de faire le travail derrière. Après, sur ce que met en place Pochettino, moi, j'ai une source d'inquiétude, c'est que d'ici le Barça, on n'aura pas eu de gros matchs. C'est dommage. C'est la seule chose que je trouve dommage. C'est que là, on va enchaîner avec Lorient, Nîmes. Il y a Caen, je crois, en coupe, et il y a Marseille en championnat et Nice. Donc voilà, on va jouer que des. Je ne sais même pas pour les chambres, mais on va jouer que des petites équipes. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir cette grosse opposition qui va te dire bon, bah voilà, ce qu'on a mis en place, ça tient bien dans un gros match, comme si on avait pu affronter là Monaco ou Lyon, ça aurait été une bonne chose. C'est la seule chose qui est un petit peu dommage. Mais voilà, il y a quand même ce côté où tu sens qu'ils ont encore envie de jouer ensemble. Puis il y a quand même aussi l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Tu as toujours, malgré tout, dans un club comme le PSG, tu as besoin de te montrer, tu as besoin de te relancer. Et Icardi, c'est l'exemple même, hein, comme le disait Samy. Icardi était mort. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit d'Icardi? On a l'impression qu'il vient d'arriver au PSG comme l'an dernier. Donc, il y a quand même cette émulation qui est en train de se mettre en place. Et même s'il n'y aura pas de grosse opposition jusqu'à Barcelone, tu sens qu'il y a une base de travail intéressante et que les joueurs semblent pour l'instant bien répondre. Donc, à voir. Mais bon, il y a quand même une tendance vers l'optimisme qui se dégage. Et ça, c'était pas gagné il y a encore 2 mois, quoi. Petite stat qui concerne les 4 devant. Kylian Mbappé a reçu 13 passes décisives d'André Di Maria en Ligue 1. C'est plus que tout autre joueur dans l'élite. Voilà, ça exprime aussi la complicité qui est entre les deux. Souvent, on dit que quand Di Maria et que Mbappé et Neymar sont sur le terrain, Di Maria est souvent oublié, mais Di Maria, lui, n'oublie pas Kylian Mbappé et de le servir dans les bonnes conditions. Je voulais parler aussi de... Oui, yes. Ouais, juste une dernière chose sur cette idée-là de travail défensif. Je rappelle que, contrairement aux idées reçues, quand tu fais un contre-pressing très haut et que tu fais les efforts, tu as des efforts de 5 mètres à faire au lieu de faire 20 mètres de course pour revenir te placer. Et on l'oublie souvent parce qu'en fait, c'est impressionnant de voir des équipes presser très haut, mais finalement, les joueurs courent moins. On l'a vu avec l'Atalanta l'année dernière. L'Atalanta, c'était l'équipe qui pressait le mieux à un moment donné. Et en fait, c'était l'équipe qui courait le moins, enfin, une des équipes qui courait le moins en Serie A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de faire tes 20 mètres de course parce que tu as décidé au départ de laisser jouer le joueur, parce que tu ne veux pas défendre, et après, il faut que tu te fasses les 20 mètres, bah en fait, en faisant juste 5 mètres, tu empêches une équipe de relancer. Donc, quand les joueurs comprennent ça, en fait, c'est eux aussi qui sont gagnants. Parce qu'au lieu d'avoir 25 courses à haute intensité à faire pour faire des efforts défensifs, en fait, t'en fais 10, t'en fais 12 et ça suffit largement. Parlons justement dans les 4 de devant de Kylian Mbappé. Avant de parler de finir sur l'extra sportif avec Kylian Mbappé en fin d'émission, parlons du sportif déjà. Samy, je me tourne vers toi. Kylian Mbappé qui a retrouvé son efficacité. Le champion du monde français a répondu présent avec un doublé à la 34e, 63e minute, une passe décisive pour Neymar. Il a provoqué aussi l'exclusion évidemment du portier suisse Jonas Omlin en début de partie. Il est désormais seul meilleur buteur du championnat avec 14 unités au compteur. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui sont les 5 meilleurs buteurs de Ligue 1? Derrière Mbappé qui est premier, est-ce que vous saurez me dire qui est deuxième meilleur buteur de Ligue 1? Benedetto. C'est pas Bouladia? Exactement. Oh, il est bon ce Samy, moi je t'ai vu sur Ligue 1. Boulaïdia, avec 12 buts. Derrière, c'est un Lyonnais en troisième. Kadewere? Non, Toke Kambi. Non.
Non, c'est Depay. Ouais. Ah, si c'est pas Depay. Tommy ni Kadewere. Memphis Depay, troisième avec 12 buts. Bah, il a marqué encore hier aussi pour le 5-0 lors du derby contre Saint-Etienne. Quatrième, un monégasque, Volant. Voland. Kevin Volland à 10 buts. Et le cinquième, le Le gars, il est en cinquième, quiz. le cinquième, un Strasbourgeois, À York. Ludovic Ajorc à 10 buts. Et c'était intéressant, je vous fais ce petit jeu parce qu'en fait, j'ai regardé qui avait marqué plus qu'Mbappé dans les 5 grands championnats européens. Et il y a Lewandowski qui a 23 unités en Bundesliga, qui survole la Bundesliga. Cristiano Ronaldo a 17 buts, mais sinon, là, il y a Erling Haaland à 14 buts, Et Nesri aussi. avec André Silva, l'attaquant de la à 14 buts. Mais sinon, en fait, il n'y a que 4 joueurs qui ont marqué ou égalité plus qu'Mbappé. Donc, c'est vrai que nous, on le dit souvent dans le jeu, c'était compliqué depuis le début de saison. Là, en tout cas, Samy, dans le jeu, dans les intentions, dans ce qu'il sait faire, parce que là, il a joué sur ses qualités, il a attaqué l'espace, il n'a pas essayé de faire le geste superflu. On a vu un très bon Kylian Mbappé. Oui, oui, bah après, tu sais, et maintenant je pense que vous savez aussi, Yacine C et Nicolas apprendra à savoir que je ne faisais pas partie de ceux qui avaient enterré Kylian Mbappé. Ça arrive dans une carrière et surtout à cet âge-là d'avoir comment dire, des creux, hein. C'est quelque chose qui arrive chez tout joueur, même les très bons. On l'a vu aussi chez Cristiano Ronaldo à ses débuts à Manchester, ça arrive à tout le monde. Donc oui, j'étais pas vraiment inquiet, hein, sincèrement. Je me disais pas, le bonhomme avait perdu toutes ses qualités du jour au lendemain. Tout à l'heure, Nicolas a fait une remarque pertinente en disant que physiquement, il le sentait mieux et que c'est normal et ça se ressentait maintenant dans ses courses et forcément, il était plus efficace. Bah, oui, tout est lié. On savait que pour avoir un bon Mbappé, il faut qu'il soit aussi physiquement à 100%. C'est quand même ses qualités athlétiques, même si je ne suis pas dans le débat, il est plus physique que technique. Ses qualités athlétiques, il ne faut pas le nier, c'est quand même sa plus grande force. Mbappé, il l'a quand même montré sur le terrain. Ce sont ces différences justement athlétiques qui ont marqué les esprits. Donc voilà, on connaît sa force. Maintenant qu'il est mieux physiquement, après, je suis d'accord, peut-être qu'il a commencé à écouter le discours de Pochettino. Moi, j'ai un peu de mal avec voilà, ce que lui nous a dit. Oui, je vais changer mon jeu. Bon, je pense que c'est plus physique que psychologique, mais soit. Acceptons l'idée que d'un coup, ils se disent maintenant, je vais plutôt faire des appels en profondeur plutôt que de prendre la balle et essayer de faire des gris-gris et de faire n'importe quoi. Ça, j'ai un peu plus de mal. Je pense que c'est le physique qui l'a poussé à revenir à ses basiques. Mais sur cette rencontre, oui, c'est vraiment quelque chose de positif de voir Kylian reprendre ses bonnes habitudes. Il fait mal à la défense. Tu sens que dès qu'il essayait un petit peu de prendre la profondeur, dès qu'il essayait de faire des appels, tu sens que les défenseurs étaient un peu en panique. Il a semé la pagaille dans une défense de Ligue 1. Ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas vraiment fait, puisque voilà, depuis quelques semaines, c'était plutôt balle dans les pieds et ensuite essayer de dribbler. Une fois sur 10, ça passait. Donc voilà, les signes sont positifs. Je ne vais pas repartir sur oui, on voit le Kylian de Monaco ou autre. Ce sont des époques différentes, ce sont des joueurs différents. Et je pense même que le traitement qui lui est réservé est différent aussi. Donc voilà, c'est juste une évolution du joueur. Pour moi, je pense que c'est un parcours classique chez ce genre de joueur. Il atteint des paliers et il doit à un moment donné changer des choses pour continuer à progresser. Je pense qu'il est en train d'effectuer cela. C'est un travail personnel puisque les qualités, le talent, moi je pense qu'il l'a. Ça dépend pas des autres, ça dépend que de lui aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il est en train de le faire et j'espère que les prochains matchs tendront à nous démontrer cela. Et donc oui, j'ai vraiment eu de bonnes sensations en le regardant jouer, que ce soit dans son comportement, que ce soit même dans son attitude par rapport à ses coéquipiers. Franchement, ce ne sont que des points positifs. En tout cas, pour ce qui est du cas Mbappé, ces dernières semaines, c'était un petit peu brouillard, c'était la tempête. Là, je trouve que les feux commencent à être au vert et c'est vraiment une bonne chose à l'approche de Barcelone puisque il a typiquement le profil pour mettre à mal la défense de Barcelone actuellement. Donc, j'ai hâte, sincèrement, j'ai hâte de le voir justement confronté face à ce genre de défi. Vous avez entendu, Samy a été enthousiaste sur la performance de Kylian Mbappé. Je me tourne maintenant vers Yacine, qui je pense va être un peu plus modéré sur la performance de Kylian Mbappé. Est-ce que j'ai tort quand je dis ça? Oh, pas forcément tort, mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis un tout petit peu en désaccord avec Samy dans le sens où je pense
que oui, le discours est important de Pochettino parce que pour moi, ce qu'il a fait vendredi soir, c'est ce qu'il ne faisait plus. À savoir que déjà dans le système, il jouait beaucoup côté gauche. Donc il était parti dans une idée de défi, de 1 contre 1, de rentrer sur son pied, etc. Là, il a moins défié, il a moins gardé le ballon. Il a beaucoup joué je donne, je bouge, je donne, je bouge. Malgré tout, je pense que de toute façon, on l'a répété souvent, moi, Mbappé, pour moi, son meilleur poste, c'est deuxième attaquant. Dans ce système-là, je parle. Deuxième attaquant, un peu comme il jouait avec Falcao, parce que ça lui permet de profiter de l'avancante qui va fixer des défenseurs et lui de bouger autour, d'être plus libre. Et pas être dans le défi tout le temps. Ça lui permet aussi d'être plus proche de l'axe et de prendre la profondeur plus rapidement. Ensuite, il y a l'action en deuxième mi-temps dont je parle justement dans la petite pastille qu'on a faite, où Verratti lui donne le ballon, il est entre 3 défenseurs, et habituellement ces dernières semaines, il aurait gardé le ballon, il aurait essayé de fixer, de rentrer tout seul. Là, il donne à Di Maria en une touche, et il redemande immédiatement dans la profondeur. En fait, ça, c'est des choses qu'on ne voyait plus chez lui. Il fallait toujours qu'il garde le ballon pour 2-3 touches un peu inutiles. On a beaucoup moqué son passement de jambes qu'il faisait régulièrement. Là. Il prend le ballon, il va et il fait son passement de jambes. Là, il ne l'a pas fait. Et moi, je trouve que c'est justement dans cette simplicité qu'il est le plus fort. Parce qu'effectivement, son côté athlétique lui permet de prendre de l'avance. Et encore une fois, ce n'est pas qu'un joueur athlétique. Mais si tu as cette force-là, il faut que tu t'en serves. Et pour s'en servir, c'est ce qu'il a fait vendredi soir. Et c'est pour ça que je pense que dans le positionnement et dans le discours, le rôle de Pochettino est important parce qu'on ne peut pas me faire croire que c'est que Mbappé cette semaine qui s'est dit « Bon, j'ai fait n'importe quoi depuis 3 mois, je vais redevenir ce joueur-là ». Il y a une discussion à avoir, il y a des choses qui se passent autour de lui avec Neymar, avec Di Maria, avec Icardi, avec Verratti et Paredes aussi. On y reviendra après, mais le rôle de Verratti et Paredes dans cette façon qu'ont les 4 de devant de ne pas devoir décrocher pour venir organiser, puisqu'il y a 2 joueurs de ballon derrière eux. Tout ça, c'est lié. Et je pense que le côté athlétique, il est important. Mais justement, moi, je le répète souvent, et c'est très compliqué, hein, je le sais. Moins un joueur est bien physiquement, plus il doit faire dans la simplicité. Malheureusement, moins ils sont bien et plus ils font compliqué. Donc, voilà, les deux liés, il est un peu mieux, on lui a parlé, il a compris certaines choses. Voilà, moi je suis optimiste, mais j'avais déjà dit, c'est pas sur son jeu que j'étais pas optimiste, c'était sur sa façon à lui de comprendre ce qu'on attend de lui en fait. Avant de passer au double pivot dont tu parlais, Yacine, Verratti Paredes qui a très bien marché, Nico, je te lance une dernière fois sur Mbappé pour terminer ce dossier sur les 4 fantastiques. Mauricio Pochettino qui était évidemment très content du match de l'attaquant français, qui a déclaré en conférence de presse d'après-match. Kylian était déjà content de son investissement jusqu'ici, maintenant je suis heureux qu'il marque. Nous savions que ce n'était qu'une question de temps pour qu'il retrouve le chemin de défilé, mais nous sommes contents pour lui car nous savons à quel point la confiance est capitale pour un buteur et qu'il faut enchaîner les buts. Nico, c'est vrai que sur ce match, comme tu le disais, dans la montée en puissance physique, il semble avoir retrouvé du jus et en tout cas ce doublé va lui faire du bien dans la tête surtout parce qu'on sait qu'on en a parlé, il y avait aussi une usure plus que physique, peut-être mentale, et ce doublé peut lui faire du bien à la tête et donc aux jambes. Oui, bah c'est sûr. Après, je vais donner, si je dois donner un point à Yacine ou à Samy, je vais partager. Parce que je suis d'accord avec Samy sur le... Ouais, je suis grand seigneur aujourd'hui. Non, je suis d'accord avec Samy sur le fait qu'il ne fallait pas non plus douter de ses qualités de buteur et de joueur. Évidemment que c'est normal qu'il traverse une mauvaise passe, ça arrive à tout le monde, il en aura d'autres dans sa carrière. Après, je suis aussi d'accord avec Yacine sur ce côté simplicité du jeu de Mbappé qui, dès qu'il arrive à l'appliquer, en fait un joueur bien plus efficace et bien plus redoutable. Après, je vais juste insister sur ce côté-là, c'est que on se rend compte quand même que Mbappé aujourd'hui, même si lui aimerait le démontrer, il n'a pas les qualités d'un Neymar. Voilà, ça, il va falloir qu'il se le mette en tête. C'est que quand il essaye de faire du Neymar, ça ne marche pas parce qu'il n'a pas du tout la même qualité technique, il n'a pas du tout, mais alors pas du tout la même qualité de dribble. On a un Neymar qui est très très au-dessus de tout ça. Par contre, Mbappé, sur sa vitesse, sur sa prise d'espace, sur sa spontanéité, quelque chose où il est aujourd'hui un des meilleurs au monde. Et si Pochettino arrive à lui faire comprendre et à lui demander ça, qu'il arrête de vouloir prouver autre chose, on aura tous au PSG à gagner de cette situation. Et puis, je suis étonné que Yacine n'en ait pas parlé, mais il y a aussi toujours cette idée de vouloir marquer des beaux buts chez Mbappé.
Ça n'a pas été spécialement le cas contre Montpellier. Il a fait le geste qu'il fallait au bon moment. Bon, sur le caviar d'Icardi, il pouvait difficilement faire un autre geste. Mais même sur son 1 contre 1, sur l'ouverture du score, le ballon piqué était vraiment le bon choix par rapport à la sortie du gardien. Il le fait. Il n'a pas cherché un espèce de crochet inutile. Il n'a pas cherché un truc qui ne s'imposait pas. Donc ça aussi, s'il commence à marquer des buts en faisant le bon geste, ça fera non seulement plaisir à Yacine, mais aussi, je pense, ça fera beaucoup de bien au PSG. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les actions des buts sont quand même magnifiques, hein. Dans la construction, de la récupération à la dernière passe et à la finition, tout était quand même parfait sur notamment le but de Mbappé et même celui de Mbappé où Icardi fait la passe dans la conception. Yacine. Juste une dernière chose. En fait, sur Mbappé, pour finir, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Et en fait, je pense que ça, c'est un problème du footballeur d'aujourd'hui, à savoir que quand on te réduit au côté athlétique, tu as l'impression que c'est une insulte. Tu sais, il sait faire que ça. Moi, j'ai envie de dire, à la fin de ta carrière, si tu es, entre guillemets, caricaturé comme un joueur athlétique et que tu as gagné 3 Ligues des Champions et 2 Coupes du Monde, je ne vois pas où il est le problème, moi. Et en fait, il faut que les joueurs arrêtent de vouloir se comparer. On parle souvent, bon, il y a toujours eu des rivalités dans le football. Platini-Maradona. Et en fait, Platini-Maradona, à un moment donné, ils sont motivés l'un l'autre à être le meilleur, mais sans changer. Platini n'a pas essayé de faire du Maradona. Prendre le ballon dans ton camp et dribbler 8 joueurs, c'était pas le jeu de Platini. S'il avait voulu faire ça, il se serait perdu. Et en fait, il faut juste qu'Mbappé reste dans ses compétences, devenir le meilleur en étant conscient de ce que tu sais faire. Voilà. Et je trouve que c'est important. Samy, tu voulais réagir sur ce que tu Oui, non, disais. juste une dernière. Oui, mais je rejoins. Après, tu dis Platini n'a pas essayé de faire du Maradona, mais ils n'ont pas évolué ensemble. Est-ce que justement le fait d'évoluer avec Neymar, c'est ça aussi, il y a cette guerre d'ego. Est-ce qu'aujourd'hui, si Mbappé évolue avec Cristiano Ronaldo, est-ce que justement, parce que moi je le vois plus de la caste des Ronaldo, c'est-à-dire, voilà, Ronaldo a accepté aussi à un moment donné que c'était pas forcément le meilleur des dribbleurs au monde et il s'est focalisé sur ses qualités. C'est deux styles de joueurs différents. Est-ce que justement, s'il avait CR7 comme modèle, est-ce que justement, voilà, il gagnerait pas à s'améliorer? Le fait qu'ils jouent au quotidien, qu'ils sont en plus amis, on sait comment on est entre amis, on essaie toujours de se tirer la bourre, d'être le meilleur. Je dis pas, on part pas sur le délire mauvaise influence, mais je pense que voilà, il y a ça aussi, il y a ceci explique cela. Je suis pas sûr que Mbappé, il soit juste bête et il comprenne pas qu'il est. Je pense qu'il y a aussi cette émulation entre deux qui déteint sur son jeu. Alors, est-ce que quand les deux seront séparés, est-ce que lui reprendra son envol et va se refocus sur les bonnes choses? On verra bien, mais je pense qu'il y a ça. C'est le fait que voilà, c'est que le fait qu'ils évoluent ensemble, forcément, en plus, il est plus jeune. Voilà, on connaît l'aura de Neymar. Il y a tout ça aussi qui rentre en jeu et ça pollue peut-être un peu son jeu. Je pense qu'on a été complet sur les 4 de devant, les 4 fantastiques et le dossier Mbappé sur le sportif. On y reviendra tout à l'heure sur l'attaquant français, mais dans ses déclarations d'après-match. Passons au double pivot au milieu, qui était aligné Verratti-Paredes dans ce 4-2-3-1, mais qui se transforme en 4-4-2. Mais en tout cas, voilà, une composition avec 2 joueurs au milieu de terrain. Yacine, ils ont régalé par leur qualité de passe entre les lignes pour trouver les 4 de devant rapidement. L'exclusion de Domelin vient d'une passe laser de Paredes qui brise 2 lignes d'un coup. Mbappé se projette et puis évidemment il y a ce geste malheureux du gardien. Verratti fait cette passe magnifique pour Florenzi avant le but d'Icardi. Qu'est-ce que tu as pensé de leur match? C'est vrai qu'ils ont été très intéressants dans leur qualité de passe comme on les connaît. Et évidemment il n'y a pas l'intensité d'une grosse équipe qui leur fait pression dessus. On verra dans les grosses échéances, mais en tout cas dans ce match-là ils ont régalé. Oui, parce que c'est 2 joueurs de ballon et automatiquement déjà ils s'entendent bien entre eux quand ils doivent échanger. Mais encore, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ils permettent aussi aux 4 de devant de ne pas venir chercher le ballon trop bas comme ça, comme par exemple Neymar a eu tendance à le faire quand il y a Herrera, Gay au milieu, parce qu'effectivement tu sens que la construction elle est moins fluide, que le ballon ne va pas arriver. Je rappelle qu'il y a quelques mois, Di Maria avait dit oui, on aime bien quand Paredes est derrière nous parce qu'on sait qu'il est capable de nous trouver plus haut. Bah oui, les joueurs, c'est comme ça. Ils savent qu'une fois, 2 fois, 3 fois, le ballon il n'arrive pas, et ben, ils vont descendre le chercher, et donc automatiquement, ils partent de plus bas. Là, ils n'ont pas besoin. Donc, déjà, tu es plus haut sur le terrain, ça te permet de te situer derrière une ligne, dans des intervalles où on va te trouver. Alors, c'est pas Neymar, mais c'est Mbappé. La passe de Paredes pour Mbappé sur l'expulsion du gardien, elle est juste magnifique. Donc, tout ça, c'est important. Après, oui, le bémol de dire est-ce qu'on a des certitudes sur, notamment Paredes,
sur son volume de jeu, sur sa capacité à sortir d'un pressing quand il y a vraiment de l'intensité, de la densité, etc. Non, mais encore une fois, je vais me placer du côté du coach. Le questionnement, c'est quoi? C'est est-ce que je décide de composer mon milieu avec des joueurs de ballon qui vont alimenter le devant et donc on va pouvoir jouer en ayant peut-être un déficit sur le niveau athlétique, dans la récupération. Parce que je rappelle, vraiment dans la course, parce que Paredes, il est capable de mettre de l'impact physique. Après, oui, dans le volume. Le volume de course, il ne répète pas Voilà, souvent. voilà. C'est pas un joueur qui court beaucoup comme Herrera ou Gay. Voilà. Ou est-ce que je me dis, je préfère partir avec des joueurs qui courent beaucoup? Moi, je pense que l'idée de Pochettino, elle se confirme. On verra bien au moment du gros match, mais en tout cas, elle se confirme. C'est que lui, il a toujours dit dans toutes ses interviews depuis qu'il a commencé à entraîner qu'il aimait aussi ses jeux de possession, la qualité de passe et tout. Donc, l'idée, c'est de dire qui j'ai aujourd'hui. Est-ce que je pars sur ça, ce duo-là ou ce duo-là? Voilà, moi, je pense qu'il est parti dans l'utilisation du ballon. Et la dernière chose, c'est que oui, on pourra toujours dire que peut-être Paredes, moins Verratti, parce que moi je reste persuadé que Verratti c'est une légende, l'histoire du volume de jeu, mais Paredes, est-ce qu'il va être en difficulté? Oui, mais comme je reprends toujours l'image du Bayern, parce que c'est eux qui ont gagné la dernière Ligue des Champions et que leur parcours est exceptionnel, c'est pas que le Bayern c'est c'est l'image parfaite. En ce moment, même s'ils ont un petit creux physiquement, etc., c'est quand même la meilleure équipe des dernières années. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, oui, moi je pense que ce sera jouable avec eux si les 4 de devant font le travail pour limiter en fait l'arrivée de joueurs au milieu de terrain et mettre justement Paredes et Verratti en difficulté par rapport au nombre. S'ils font le travail, moi je pense que tu peux y aller avec ce duo-là. Nico, justement, tu nous parlais tout à l'heure de cette notion de déséquilibre que tu apprécies justement de prendre des risques. Est-ce que, par rapport, tu peux revenir évidemment me dire ce que tu as pensé de leur match vendredi, est-ce que de jouer avec les deux, comme le disait un peu Yacine, c'est viable pour les gros matchs de Ligue des Champions où l'intensité s'élève? Et là, ça sera aussi tout le travail de Mauricio Pochettino de concerner les 4 de devant pour que les deux ne soient pas vraiment pris dans l'intensité d'un match de Ligue des Champions et ne soient pas aidés, quoi. Ouais, plus que l'intensité, ce dont a besoin Paredes, c'est de temps en fait. On le voit, quand contre Montpellier, il a du temps, bah, c'est un régal. Quand il en a moins, bah, effectivement, il a un petit peu moins la capacité que possède Verratti de se sortir du pressing et d'orienter derrière. Donc, moi, j'aime ces deux joueurs. Paredes, c'était mon premier article pour Paris United à l'époque où j'avais défendu à l'époque où tout le monde réclamait sa vente quelques mois après son arrivée. Moi, je trouve que c'est un joueur très intéressant parce effectivement, il a cette qualité de passe qui est très très au-dessus de la moyenne, mais il a aussi ce côté sud-américain, cette grinta, ce côté un peu méchant quand il le faut, et tu as toujours besoin d'un mec comme ça dans ton équipe. Et moi, je trouve qu'il remplit vraiment toutes les cases. Après, il y a une solution, si tu veux avoir ces deux-là, mais que tu es vraiment en difficulté face à un gros milieu, c'est de rajouter une sentinelle. Et dans ce cas-là, bah, tu rebascules un petit peu. C'est quelque chose que, à mon avis, Pochettino n'a pas encore complètement écarté. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Tourelle. Il avait abandonné son 4-4-2 dans les gros matchs pour passer sur un 4-3-3 un peu plus solide au milieu. Peut-être que Pochettino le fera aussi. Mais on a quand même envie de les voir dans cette configuration sur un gros match parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe qui peuvent priver le PSG de ballon. Alors, le Bayern, oui, très clairement. Mais je ne suis pas sûr que le Barça qu'on voit actuellement soit une équipe qui t'asphyxie au milieu et qui t'empêche de développer ton football. Donc, on va voir dans les prochains matchs de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que si Pochettino doit opter pour autre chose contre le Barça, il ne va pas nous faire une tourelle à changer son dispositif le jour du match. Il va le tester forcément avant. Donc d'ici là, il y aura le déplacement à Marseille. On va considérer que ça va être le match le plus chaud sur le papier. Si d'ici le match aller contre le Barça, on n'a pas eu ce dispositif avec une sentinelle, je pense que c'est parce que Pochettino aura acté le fait d'aller jouer comme ça au Camp Nou. Et ce sera forcément super intéressant parce que tu as des vraies armes avec le ballon. Mais il faudra avoir le ballon justement. Et comme le dit Yacine, là, ça dépendra de ta faculté devant à aller contre-presser rapidement pour empêcher le Barça de s'installer dans ton camp. Donc c'est intéressant en tout cas. Et cette configuration-là pour le jeu, c'est très clairement aujourd'hui celle qui se dessine et qui est la plus séduisante. C'est intéressant, Samy, ce que disent Yacine et Nico, comme toujours évidemment, mais sur ce double pivot, parce que ça donnera une indication sur ce que veut mettre vraiment Pochettino en place. Si contre le Barça, il reste sur cette philosophie du 4-2-3 ou du 4-4-2, ça veut dire qu'il aura la volonté de créer ce déséquilibre et de jouer du coup beaucoup plus offensif. Ou s'il passe à un 4-3-3, c'est peut-être pour un peu solidifier. On verra dans les prochains matchs, en tout cas, s'il teste cette formule. Oui, c'est ça. Après, moi, honnêtement, je demande à voir. J'ai beaucoup plus de réserves
que mes deux amis. Tu connais, on avait déjà débattu sur le cas Paredes. Yacine disait les quatre devant sont contents quand Paredes et Verratti sont derrière, parce que je suis entièrement d'accord, ils apportent. Il y a des avantages et des inconvénients, ils apportent beaucoup au niveau de la passe, mais est-ce que les quatre de derrière sont contents quand c'est justement Paredes et Verratti devant? Tu vois, c'est là où on parlait de déséquilibre, il existe ici, il est aussi présent ici. Donc j'ai beaucoup de réserves concernant Paredes. Tu parlais de Grinta, certes, je suis entièrement d'accord, il apporte cette Grinta sud-américaine, mais je trouve que... Enfin, je suis d'accord si un joueur l'apporte avec le volume de jeu, le côté chasseur, balayeur sur le terrain, aboyeur, je suis d'accord, mais il apporte juste le côté grinta et quand il l'apporte généralement, je trouve qu'il a du mal à doser justement son tempérament et ça apporte souvent soit des expulsions, soit des cartons vite distribués qui limitent encore plus son jeu. Donc moi j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. Après, rien ne dit que justement ce double pivot puisse réussir lors d'un match à très gros enjeux face à une grosse équipe européenne. C'est pour ça que j'ai envie de voir. Mais aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de doutes puisque justement, pas sur Verratti. Hein. Moi, je suis entièrement. Moi, je pense que le volume de jeu, il l'a. Je pense que le top player au milieu, nous le possédons au Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun doute sur ça. Pour moi, Verratti, c'est de la caste des très grands joueurs. C'est vraiment sur son acolyte, sur ce qu'il devrait apporter parce que voilà, comme je l'ai dit, le côté vraiment où il va un petit peu te soulager et courir un peu partout. Ça, moi, j'ai un peu plus, j'ai un peu plus de mal par rapport à ça. Donc je demande à voir. Donc, il y a des incertitudes. J'ai quelques réserves, mais voilà, ce serait pourquoi pas. Je pense qu'on a été complet sur le double pivot. Avant de passer au débat, un dernier petit thème, on va essayer de faire court pour avoir un peu de temps pour parler de déclarations d'après-match de Kylian Mbappé. Je vais te lancer dessus, Samy. Je ferai réagir évidemment Nico et Yacine dessus. Sur le bon retour et le bon match vendredi aussi soir de Layvin Kurzawa, qui semble avoir la préférence de Mauricio Pochettino, hein, parce que depuis qu'il est revenu de blessure, l'arrière-gauche français contre Brest, où il était rentré 26 minutes, depuis, il a enchaîné 3 titularisations sur les 3 derniers matchs contre Marseille, Angers et Montpellier. Et Samy, tu voulais revenir sur son match parce que tu l'as trouvé bon et il a bien participé dans cette prestation collective intéressante du PSG. Oui, oui, franchement, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Je lui trouve des qualités, je lui trouve un potentiel assez important, assez bon. Et il a été pour moi gâché un peu quand même durant ces dernières années au Paris Saint-Germain. Il a eu des blessures. Il était revenu à un moment donné, il avait même été rappelé en équipe de France. Après, il était retombé encore. Là, ces derniers mois, avec l'épisode marseillais, ça avait encore plus plombé son aventure parisienne. Tourelle avait clairement décidé de privilégier Bakker sur les derniers matchs. Là, je ne sais pas, est-ce que c'est l'arrivée d'un nouveau coach, un discours qui a changé, mais je trouve, parce qu'on est souvent dur avec lui, hein, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, il se fait souvent prendre à partie, si ce n'est même insulté ou autre, et parfois injustement, je trouve, hein, c'est un petit peu parfois comment dire, le bouc émissaire quand ça va mal pour le Paris Saint-Germain, surtout défensivement. Là, je le trouve, oui, je l'ai trouvé plutôt bon, hein, j'ai pas peur de le dire. Contre Angers, c'était lui qui avait débloqué la situation. Dis les mots, Samy, n'aie pas peur. Non, il avait été plutôt bon. Non, mais c'est vrai. Je sais voilà, contre Angers, c'est lui qui avait débloqué la situation. On connaît son talent offensif. Hein, il a souvent marqué des buts et plutôt joli d'ailleurs. Il a encore d'ailleurs failli récidiver contre Montpellier avec ce retourné. Ouais. Avec ce retourné, c'était beau. Hein, s'il avait marqué, ça aurait été. Et il se la monte avec le pied gauche. Ouais, non, mais il a des qualités, le garçon, attention. Hein, et je trouve, alors, est-ce que justement avec Pochettino, il va adhérer? Il est encore jeune, il a quoi, 27, 28 ans? Je pense qu'il peut rentrer, là il rentre dans sa plénitude au niveau de la carrière, 28, 32, 33 ans. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec lui. J'aime beaucoup Bakker, j'ai entendu en off post-émission que Nicolas aimait beaucoup Bakker. Moi, je suis un fan de l'Ajax. J'aime beaucoup l'Ajax, l'école amsterdamoise. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'expérience, ça peut être. Je dirais pas que c'est une nouvelle recrue pour le Paris Saint-Germain, mais si tu repars avec un Kurzawa régénéré qui accepte, comment dire, qui adhère à tes idées, ça peut être intéressant sur le côté gauche. Ça offre de nouvelles possibilités offensives au Paris Saint-Germain si tu as le Kurzawa qu'on connaît, qu'on peut avoir à 100% et à un très bon niveau. Donc moi, je pense que c'est une nouvelle arme peut-être qu'on pourrait développer sur le côté gauche.
Il a 28 ans, Kurzawa, jeune de... Ouais, il est jeune encore. Ouais, il est jeune. Il arrive quand même, ouais. Non, il est jeune. Arrêtez avec ça. 28 ans, aujourd'hui, tu es jeune dans le football. Zidane, il est parti à 26 ans à la Juventus. Il est arrivé à 30 ans au Real Madrid. Attention, c'est jeune. 28 ans, c'est jeune encore. On parle pas du même joueur quand même. Hein. Oui, mais c'était parce que ça parle à tout le monde, Zidane, c'est pour ça. Je sais bien. Bon, je vais faire réagir Nico quand même, parce que voilà, tout le monde le sait, Michel Bakker était son chouchou. Il avait beaucoup joué avec Thomas Tuchel. C'est vrai, en plus, non, mais pour être sérieux 2 secondes, il était privilégié par Thomas Tuchel parce qu'il apportait plus de rigueur défensive, on va dire, plus qu'un apport offensif. Là, Pochettino a l'air de préférer Kurzawa parce qu'il intègre le 11 et il ne lâche plus sa place. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Kurzawa? Est-ce que tu es déçu, toi, en tant que président du fan club de Michel Bakker? Alors déjà, en tant qu'ancien, dans une autre vie journalistique, on s'occupait du site officiel de Zidane. Donc déjà, je m'excuse d'entendre dans un débat Kurzawa le mot de Zidane. Je m'excuse auprès de la famille Zidane et de tous ses fans. Je suis complètement étranger à cette initiative. Après, Kurzawa. Alors, Kurzawa, je suis d'accord sur ce que dit Samy, sur son potentiel, mais le problème, c'est que c'est un potentiel qu'on n'a quasiment jamais vu depuis le début de sa carrière. C'est un joueur qui est, je pense, déjà très mauvais défensivement. Ça, vous ne m'enlèverez pas de cette idée qu'il a des lacunes. Et alors, à 28 ans, on voit que les lacunes elles sont toujours là, justement. Donc, défensivement, il ne t'apportera jamais une garantie. Après, offensivement, c'est vrai qu'il a une vraie qualité. Il a joué plus haut quand il était jeune, donc on le sent. Hein, il a une bonne patte gauche, il a des gestes hallucinants. Je n'oublierai pas c'était un triplé en Ligue des Champions ou un quadruplé, Ouais. je me souviens plus. Un triplé, ça suffit. Ouais. Voilà. Donc voilà, il a des coups d'éclat offensifs, il les a toujours eu, il les aura toujours. Et c'est vrai qu'à Angers, il t'enlève une sacrée épine du pied, mais c'est pas un joueur aujourd'hui sur lequel tu peux te dire bon bah voilà, Pochettino arrive, il va enfin lui faire comprendre ce qu'on attend d'un joueur de ce niveau-là, et ça y est, c'est parti, on va voir Kurzawa sur la durée. Moi, j'y crois pas du tout. C'est une solution aujourd'hui qui semble effectivement plus intéressante que celle, et ça me coûte de le dire, de Baker, parce qu'il y a plus d'expérience, parce que c'est un joueur aussi qui est plus complet malgré tout. Mais il ne faudra pas oublier que c'est un numéro 2 au PSG, et que aujourd'hui il est à des années-lumière d'un Bernat, et que si on va loin en Ligue des Champions avec un Kurzawa titulaire, il faudra non seulement dire merci à Pochettino, mais même envisager une statue pour le coach, parce que aujourd'hui, quelle équipe en Europe peut imaginer aller loin avec un Kurzawa dans son couloir? Donc un peu plus de réserve que Samy, mais ça me fait plaisir de voir cet enthousiasme, mais un petit peu plus réservé. Et puis quand même, je dis aux autres que voilà, Baker n'est pas enterré, à tous les gens qui sont en train de se rallier à notre cause sur Twitter notamment. Donc on va continuer à se battre pour que Baker existe, et le hashtag prend de plus en plus, donc vous inquiétez pas, on est toujours là. En tout cas, il est toujours numéro 2 en attendant le retour du titulaire, hein, quand même, Juan Bernat, qui a posté des photos et vidéos sur Instagram où il poursuit sa reprise physique avec le groupe. Mais en tout cas, il commence à faire des séances de muscu, etc., de cardio, de training. Donc, il a l'air de plutôt bien revenir. Le latéral espagnol, Yacine, je vais te demander de trancher, mais malheureusement, je pense que l'arbitre, il est un peu influencé et un peu corrompu. Donc, je ne pense pas que Samy t'aura gain de cause avec Yacine. Alors, on va lui demander Yacine sur Kurzawa. Pas corrompu, je te permets pas. Donc, je connais déjà ton avis de base, donc je ne m'attends pas que ce soit du côté de Samy, malheureusement. Le problème, c'est que moi, j'ai l'image du mec négatif, qu'aujourd'hui, je pense avoir été plutôt positif pendant ce podcast, et que Samy, il vient me provoquer comme ça à la dernière minute. Je sais. C'est pour ça que j'ai ramené Samy aujourd'hui. Voilà. Non, Kurzawa, mon idée à moi, c'est qu'il a masqué beaucoup de choses par ses buts. Tout au long de sa carrière, et il a trop de lacunes en fait en Ligue 1 avec ce PSG là. Oui, tu peux le faire jouer, il n'y a pas de problème, c'est pas lui qui va te plomber ta saison. Quand Paris domine en plus comme ça, effectivement il est bien. La preuve, c'est que quand il se retrouve devant la surface à faire son retourné, effectivement il n'y a que lui qui peut être là, parce qu'il aime ce côté offensif, il y va. C'est pas cohérent en fait d'être là à ce moment là, mais il y est parce que lui il est attiré comme ça par tout ça. Maintenant, il y a des lacunes défensives à très haut niveau qui sont pas possibles. Il y a même des erreurs, tu vois, des fois, je le trouve. Alors, dans son attitude, il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'il montre de l'envie. Alors, effectivement, il y a peut-être l'histoire du coach et tout, mais c'est une envie qui n'est pas maîtrisée. Il fait des fautes de U11. Il arrive derrière le milieu qui reçoit le ballon de dos, il y va avec les mains, il pousse tout le monde. Enfin, tu vois,
c'est bien parce que ça montre que le mec il a de l'envie, mais c'est pas possible à ce niveau de faire des trucs comme ça. Donc voilà, après, effectivement, je pense que sur l'histoire de comment Pochettino voit le jeu, je pense qu'il a un temps d'avance sur Baker dans le sens offensif, ce qu'il peut apporter dans le couloir offensivement. Voilà. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, si tu cherches, on en revient toujours à la même chose, si tu cherches à un moment donné à être plus costaud, plus cohérent dans un gros match, je pense qu'aujourd'hui, le plus à même de remplacer Bernat, parce que quand on voit le jeu du PSG, je pense que vraiment Bernat, aujourd'hui, ce serait éclaté, c'est Diallo. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, est-ce que le vrai débat du podcast, c'était pas sur Kurzawa? Je ne sais même pas si on va le faire, le débat sur Mbappé. J'espère qu'il déchaînera autant les patients. Justement, passons à la dernière partie du podcast avant de conclure. Sur les déclarations d'après-match de Kylian Mbappé qui ont été évidemment reprises et relayées partout. On le sait, le gros dossier à gérer pour la direction parisienne, c'est les prolongations de contrat de Neymar et Mbappé qui prennent fin juin 2022. Et justement, à la fin de la rencontre du PSG Montpellier de vendredi soir, Kylian Mbappé a répondu sur Téléfoot aux interrogations sur son avenir. Et le champion du monde français a confirmé être encore en pleine réflexion. Je vous donne la déclaration de Kylian Mbappé et on réagit dessus après. Et donc je cite Kylian Mbappé, on discute avec le club, je suis en réflexion aussi, si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, les supporters, le club m'ont toujours aidé, rien que pour ça je serai toujours reconnaissant. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être, c'est comme ça que ma réflexion se tourne, mais c'est certain qu'il va falloir bientôt faire un choix. Et quand il a été relancé pour savoir s'il s'était fixé une deadline, Kylian Mbappé a répondu en souriant, si j'avais la réponse, je l'aurais dit aujourd'hui, mais ce n'est pas une volonté de gagner du temps ou pas, c'est vraiment une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire un an après que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Si je signe, c'est pour rester. C'est pour cela que ça demande une réflexion. Donc des déclarations quand même intéressantes. Il n'a pas fait dans la langue de bois pour répondre. Évidemment, il a le joueur en pleine réflexion. Donc ces déclarations qui amènent à ma question que je vais vous poser. Nico, je vais me tourner vers toi au début. Et vous, si vous étiez Leonardo, prolongeriez-vous Mbappé à tout prix, coûte que coûte? Est-ce que la progression du PSG, ce but ultime de gagner avec des champions, passe par avoir Kylian Mbappé dans ses rangs? Nico, je te laisse me répondre à cette question. Non, je dirais non. Je dirais non parce que coûte, je ne pense pas qu'aujourd'hui le joueur impératif au projet du PSG s'appelle Mbappé. Ouais. Si tu me demandes si on peut le garder, est-ce que ce serait une bonne chose? Oui, évidemment. Maintenant, est-ce que c'est le joueur sur lequel tu dois tout miser? Je pense pas aujourd'hui que ce soit lui. Moi, déjà, je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil, ça me coûte de le dire parce que je lui ai pas mal tapé dessus il y a 2 ans, mais aujourd'hui, Neymar est à mon avis la pierre tournante de ce projet. Donc là, pour moi, c'est la prolongation la plus importante. Après, si demain tu perds Mbappé contre une bonne somme d'argent et que tu recrutes intelligemment, je pense que tu peux construire quelque chose de cohérent, d'au moins aussi fort, voire même de meilleur. Et donc je te dirais non. Après, en plus, moi, ces déclarations, elles me gênent un peu parce qu'elles sont même limite trop honnêtes, j'ai l'impression. Je trouve que ce côté, je réfléchis pour savoir ce que je veux faire, moi, ça me gêne un petit peu. J'aurais préféré qu'ils disent, voilà, on discute. Pour l'instant, il n'y a pas de décision, on discute. Voilà. Mais le fait de dire qu'ils réfléchissent, ça veut dire que aujourd'hui, quand ils regardent le PSG, puis bon, on va pas se mentir, quand ils regardent le Real, voire Liverpool, parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui que ces 3 clubs-là, à mon avis, qui peuvent l'accueillir, enfin 2 qui peuvent l'accueillir en plus du PSG, et ben ça veut dire qu'en fait, il n'est pas convaincu qu'aujourd'hui, ce qu'il a sportivement au PSG, ce soit le meilleur cadre par rapport à aller, par exemple, au Real. Quand tu vois dans quel état le Real actuellement, quand tu vois l'état de l'effectif, l'état du vestiaire, l'état des finances, l'état du staff, puisqu'on sait que Zidane va sûrement pas rester longtemps, bah moi, ça me dérange que Mbappé t'explique que bah, peut-être que dans la balance, le Real aujourd'hui, c'est mieux que le PSG, quoi. Voilà, c'est un peu trop honnête. Il a le droit de le penser, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Encore une fois, ce qu'il dit, c'est bien, il parle bien de façon Mbappé, puis comme il dit jamais rien par hasard, j'imagine que c'est une sortie qui avait été très très bien préparée à l'avance. Mais voilà, je ressens pas dans ses propos une volonté farouche de dire voilà, moi ce que je veux c'est que le PSG soit le meilleur club d'Europe. Ce qu'il propose aujourd'hui, il n'y a rien de mieux en termes de projet. En plus, financièrement, je ne trouverais pas mieux ailleurs. Donc voilà, donc si Mbappé a des doutes, j'ai envie de dire bah, qu'il aille dissiper ses doutes ailleurs. Et puis, vends-le cet été, prends ce qu'il faut prendre, et puis tu reconstruis à côté. Et moi, je l'ai déjà dit, si demain tu récupères un bon milieu, plus un avançant de style à Haaland, je ne suis pas sûr que tu sois perdant dans le départ d'un Mbappé, par exemple. Samy, je te pose la même question que j'ai posée à Nico par rapport à, évidemment, tu réagis sur ces déclarations. Et toi, si tu étais Leonardo et Nasser Al-Khelaifi tous les deux, est-ce que tu prolongerais
Kylian Mbappé au-delà de 2022? Économiquement parlant, oui. Oui, moi je le prolongerai d'un point de vue financier. Après, sportivement, bien sûr que oui, ce sera toujours une valeur ajoutée. Mais bon, je pense que dans ce que disait aussi Nico, je pense que les deux partagent leur tort. Je pense que les deux nous mentent aujourd'hui. Moi, personnellement, par contre, je conçois que Mbappé veuille partir et veuille. Le Real Madrid, tu l'as dit, même si à l'instant T, c'est pas forcément la folie. Dans l'esprit des footballeurs, qu'on le veuille ou non, ça reste le meilleur club de l'histoire du football, de par son palmarès, l'image qui en ressort. C'est immense, c'est un rêve pour beaucoup de footballeurs. Donc moi, ça me choque pas que dans son esprit, il se projette au Real Madrid. Faut pas, moi, ça me semble pas. C'est pas qu'il se projette au Real, c'est qu'il se projette au Real aujourd'hui. Oui, oui, mais, Voilà, c'est ça, moi, ouais, qui mais me fait. après, Qu'ils te disent, dans 3 4 ans, quand j'aurai terminé vraiment ce que j'ai fait à Paris, j'aimerais aller au Real pour connaître un nouveau chapitre, oui. Mais aujourd'hui, qui te dit, je réfléchis, parce que peut-être qu'aller au Real, ça m'intéresse plus que Paris aujourd'hui, c'est là où ça me ouais, mais dérange. peut-être qu'il se dit, j'aimerais bien justement, parce qu'il y a aussi qui se trame aussi en Espagne et dans le football, on entend, lui, peut-être qu'il se voit comme le sauveur du Real, comme le début d'une nouvelle aventure aussi. Je peux comprendre que ça l'excite et qu'il se dise, voilà, je repars sur un truc énorme et ça pourrait m'apporter de grandes choses. Voilà, moi je pense que Paris aurait tort de vendre Mbappé cet été parce que avec voilà on sait tout ce qui s'est passé avec le Covid, même si tu le vends 150 millions, tu perds. Je pense que tu seras perdant. Je pense que c'est un joueur qui a le potentiel sur une année normale avec le retour des supporters et voilà si on oublie si on laisse tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps, je pense que c'est un joueur que tu peux vendre dans les 250, peut-être même voire 300 dans un an et demi quoi. C'est quand même une masse financière. Moi je pense que ce serait un gâchis financier pour le PSG de le vendre moins cher que ce que tu l'as acheté, surtout vu son potentiel. Donc voilà, je pense que les deux pourraient trouver un terrain d'entente. Bien sûr que oui, Mbappé il va pas te dire oui bah moi franchement je veux s'il prolonge, il va pas te dire je prolonge juste pour un an pour partir l'année prochaine. Même si je suis convaincu que c'est ça, s'il prolonge, c'est pour partir l'année prochaine. Donc c'est aussi un discours de façade pour faire plaisir aux supporters, pour faire plaisir à tout le monde. Oui, si je prolonge, c'est parce que j'aime Paris, que je veux m'investir dans le projet du club. Moi voilà, je pense que c'est de bonne guerre des deux côtés en fait. Ils ont juste à trouver un accord. Ça me choque pas cette déclaration. Voilà, ça calme les tensions, ça fait plaisir aux supporters, ça fait plaisir à tout le monde. C'est pour moi, c'est dans l'ordre des choses. Je suis pas vraiment surpris. Je m'attendais pas à le voir dire, à remettre je sais plus l'expression, mais en tout cas à refaire parler de lui en mal quoi. Donc je suis pas vraiment. Donc voilà, moi je pense que Paris devrait quand même le prolonger dans l'optique de le vendre quand même et beaucoup plus cher et de tirer quand même plus de bénéfices de ce transfert. Yacine, je vais te demander évidemment ton avis sur la question, mais je vais ajouter une déclaration du directeur sportif brésilien Leonardo du PSG dans France Football, hein, qui était sorti où il avait donné une longue interview où il répondait sur plusieurs sujets, et notamment sur les prolongations de Neymar et Mbappé. Je cite Leonardo. J'espère, et ça rejoint un peu ce que disent voilà, Nico et Samy, ce qu'ils discutent depuis tout à l'heure. J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier, s'il te plaît, reste. C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là. Yacine, c'est vrai que, en plus, Leonardo, par cette interview, rappelle que le club est là et les joueurs sont là, que l'institution prime. Et c'est aussi important dans ces dossiers-là, des dossiers aussi importants. Oui, alors déjà, cette phrase, moi, on peut tout dire, hein, c'est évidemment de la com, ça fait partie du travail de Leonardo, mais je trouve que cette phrase, elle est hyper importante. On ne gardera pas, en gros, s'ils veulent pas, à un moment donné, on trouvera un terrain d'entente, mais on ne les gardera pas. Ça, c'est très important, parce que trop souvent, les joueurs du PSG, en fait, ils ont été installés dans un confort, on les a gardés parce qu'il ne fallait pas les perdre, on avait peur qu'ils réussissent ailleurs, et puis il fallait garder parce qu'il y avait un sentiment, enfin bref. Donc ça, déjà, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, si Mbappé hésite, j'ai envie de te dire, si le PSG te propose 5 ans, à 25 ou 30 millions d'euros par an, parce qu'on sait qu'il ne va pas être loin d'être aligné sur Neymar, si tu hésites, il y a quand même quelque chose de très important dans ta façon de voir ton avenir. À un contrat comme ça, si tu es à peu près sûr de toi, voilà. Alors, je pense qu'il y a effectivement il y a une histoire de Ligue 1 aussi, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier.
que ces joueurs-là, la Ligue 1, oui, le championnat anglais, le championnat espagnol, il y a plus de visibilité, il y a plus de clubs, il y a plus de... Bon, voilà. Donc, ils ont envie d'aller voir ça. Ça, il n'y a pas de problème. Après, quand Depay ou Aouar disent à Lyon, on veut aller dans un plus grand club, même si c'est que Lyon, il y a beaucoup de commentaires qui disent ah ouais, vous prenez Lyon pour un tremplin, c'est pas normal qu'un joueur se voit déjà ailleurs et tout. Moi, je fais la même chose sur Mbappé. Il se voit ailleurs. Pourquoi pas? Encore une fois, il a le droit d'aller au Real Madrid. C'est un très grand club. C'est pas l'histoire du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de problème. Mais son hésitation, elle prouve que oui, effectivement, comme le dit Nico, ah ouais, il hésite. Il hésite parce qu'il y a la raison économique aujourd'hui. Est-ce que le Real est capable de lui donner un aussi gros salaire? Est-ce que le Real est capable de lui proposer une équipe aussi compétitive, etc., etc. Maintenant, moi, je pense que Mbappé, il a aussi peur d'une chose, c'est qu'il se dit, si je m'engage 5 ans, les Qataris sont tout à fait capables de me dire, non, 2 ans, on s'en fout, nous. Tu as un contrat de 5 ans, nous, on n'a pas besoin d'oseille, tu partiras pas. Ouais, je pense que c'est pas pendant 5 ans, quoi. Tu restes et je pense que c'est ça qui lui fait peur plus que le reste. C'est-à-dire que je pense que peut-être dans sa tête, et je ne vois pas d'ailleurs de raison de penser le contraire, que dans les 2 prochaines années, il se voit au PSG. Mais Paris ne va pas le prolonger de 2 ans. S'il le prolonge, c'est sur 5 ans. Donc il va se dire, ok, dans 2 ans, mais dans 2 ans, si je décide de me dire à 24 ans, maintenant je vais aller au Real, eux, ils sont tout à fait capables de dire, écoute, c'est 300 ou rien du tout. Voilà, maintenant débrouille-toi avec ça, comme ils l'ont fait avec Neymar. Neymar, l'été dernier, il voulait partir. Enfin, il y a 1 an et demi maintenant. Leonardo, il a dit, ok, s'il y a un club qui propose ce qu'on veut, il partira. Et ben Neymar, il est resté. Donc je pense que c'est plus ça qui fait peur à Mbappé, de se dire, je vais être bloqué pour les 5 prochaines années, en fait. Voilà, après, moi, je pense qu'il y a aussi, le dernier point, c'est la politique sportive. Est-ce que ça vaut le coup de donner 30 millions d'euros à Mbappé? Je rappelle quand même que Lewandowski ne touche pas 30 millions d'euros. Enfin voilà, il va rentrer dans la case des 4 salaires les plus élevés au monde. Donc, est-ce que ça vaut le coup de donner à Mbappé 30 millions et de dire, bah ouais, on va être limité sur d'autres transferts? Voilà, moi je suis comme Nico, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que, je l'ai dit dès le début, mais est-ce qu'il n'y en a pas un de trop entre Neymar et Mbappé? Il y a un choix à faire. Est-ce qu'il vaut mieux pas en avoir un seul et construire quelque chose de cohérent en politique sportive autour? Voilà, c'est toujours la même question. Après, on connaît le côté bling-bling du PSG de son histoire. Je rappelle que l'histoire du PSG, elle n'a pas démarré en 2010. Ça a toujours été comme ça. Et donc, bah oui, l'image, aujourd'hui, c'est important, etc. Il y a un choix à faire. Moi, je ne suis pas persuadé de me dire, je mets le paquet sur Mbappé, il faut absolument le garder. Voilà. Nico. Puis il y a un autre critère qui va forcément rentrer en compte dans l'esprit des Qataris, c'est le dossier Messi. Parce que je suis persuadé que la perspective d'arriver à la Coupe du Monde 2022 avec dans les rangs du PSG et Neymar et Messi, ça doit complètement les affoler là-bas. Ils doivent être complètement dingues. Et tu peux pas, à mon avis, non plus écarter cette donnée du cas Mbappé, parce que tu pourras pas avoir les trois, c'est évident. Donc, s'il y a un choix à faire, est-ce qu'il ne serait pas capable, justement, même si ça paraît pour plein de gens complètement aberrant, de sacrifier un Mbappé pour aller chercher un Messi? Moi, ça fait, à mon avis, aussi partie de la réflexion. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'Mbappé ne sera peut-être pas forcément retenu coûte que coûte. Parce que derrière, ils se disent, OK, bah, Mbappé, tu veux partir, il n'y a pas de problème. Bah, regardez, nous, à la place, on va faire venir Messi. Et pour le coup, je dirais pas que ça passerait crème, mais auprès des supporters, tu as Messi qui débarque pour jouer avec le maillot du PSG. Ça a de la gueule quand même, hein. Samy. Oui, non, juste parce que, enfin, voilà, on critique l'attitude d'Mbappé, mais justement, les rumeurs de Messi aussi, c'est pas forcément un bon message envoyé aux joueurs. Faut bien aussi critiquer des deux côtés, voilà, enfin, parce que je pense que lui aussi il l'entend, et voilà, on peut le critiquer lui, mais ça aussi, lui, on peut aussi comprendre son ressenti. C'est pas forcément un message d'amour et d'affection quand il entend que Paris aussi serait bien volontiers. De prendre Messi et de laisser partir Mbappé. Il y a ça aussi. C'est pour ça, en fait, c'est pas que voilà, Mbappé veut partir, il respecte pas le club ou autre. Il y a aussi, je pense que il y a des coupables des deux côtés. Et c'est ça aussi que je voulais pointer. Les rumeurs Messi, le fait que Paris aussi soit très intéressé par Messi, c'est pas non plus. Je pense pas que ce soit très bien perçu du côté du clan Mbappé. Et enfin, moi, je trouve ça plutôt normal, quoi. On va pas tarder à conclure le podcast. Juste, je voulais revenir aussi. Yacine, on a souvent parlé de Kylian Mbappé. Et tu me disais, moi, à l'heure actuelle, je préférerais avoir Hollande dans mon équipe, Erling Braut Haaland,
que Kylian Mbappé, en tout cas peut-être dans ce qu'il apporte dans le jeu, etc. Est-ce que toi, par exemple, si on te disait Kylian Mbappé part cet été et que tu arrives à recruter Haaland, est-ce que tu dirais oui, toi? Mais oui, toujours en fonction de la somme qu'on va te proposer. Si on te dit Mbappé part pour 50 millions, je vais te dire Un non. peu plus le même Et prix. voilà. Mais bien Haaland, maintenant, il vaut 150 millions. Enfin, avec évidemment les chiffres démesurés du mercato, il vaut ce prix-là, entre 100 et 150 millions d'euros. oui, mais encore une fois, pas par rapport à Mbappé, le joueur, etc. Moi, par rapport à. J'ai une idée, alors je suis peut-être têtu là-dessus, mais moi, j'ai une idée sur le joueur français en France à un moment donné, qui, pour passer un cap, et on le voit régulièrement, a besoin d'aller à l'étranger. Alors, il y a beaucoup de gens qui me reprennent sur Twitter en disant ah, vous voulez tous voir les joueurs partir. Moi, je ne veux pas voir les joueurs partir, évidemment, que je préfère avoir une Ligue 1 où il y a Mbappé, Neymar, Messi et tout ce que tu veux. Et je suis un amoureux du football, donc je vais pas te dire le contraire. Sauf que malheureusement, on le voit régulièrement par rapport à la faiblesse de la Ligue 1, par rapport à l'atmosphère, mais par rapport à plein d'autres choses. Les joueurs français, quand ils vont à l'étranger, c'est le moment où ils passent un cap parce qu'on leur apprend d'autres choses, parce que le championnat est plus dur, parce que voilà, il y a des institutions plus fortes, etc. Quand je dis ça, c'est que moi, je vois Mbappé passer un cap quand il ira à l'étranger. Alors s'il le fait ici, tant mieux pour lui. Et tant mieux pour le PSG. Moi, j'ai toujours des limites avec ça parce que je ne vois pas. Et quand je disais Haaland, oui, aujourd'hui, je prends Haaland parce qu'il a un état d'esprit, etc. Encore une fois, je ne compare pas les deux. C'est pas les deux mêmes joueurs, même si on veut les comparer parce qu'ils sont jeunes tous les deux, que c'est plutôt des buteurs, qu'ils sont plutôt puissants. C'est pas les mêmes joueurs. Euh, je me dis, est-ce que si je prends Haaland aujourd'hui dans la construction du PSG, est-ce que je perds quelque chose? Moi, je ne pense pas. Voilà, c'est tout. Et comme l'a dit Samy, moi, je ne critique pas Mbappé dans son choix parce qu'encore une fois, je sais ce que c'est la carrière d'un joueur. J'en ai connu plein, des joueurs qui sont professionnels, qui ont fait des mauvais choix, etc. Je sais que c'est compliqué à gérer. Et je suis d'accord avec lui sur le fait que le PSG est aussi coupable. Il n'y a jamais qu'un seul coupable. Moi, ce que je dis, c'est que en fait, je réagis. Si moi, je me mets à la place du PSG par rapport à ses déclarations, comment je réagis? Je ne dis pas que ces déclarations sont mauvaises. Et encore une fois, je l'ai dit, je les comprends tout à fait parce que si tu t'engages pour 5 ans avec un patron qui est capable de te dire je m'en fous, tu restes 5 ans, oui, c'est peut-être compliqué de dire à 25 ans je serai toujours en France, toujours en Ligue 1, il va peut-être me manquer quelque chose, voilà. Donc c'est là-dessus. Et même moi, je pense que Paris n'est pas forcément perdant s'ils prennent à Londres. Voilà, ça c'est clair et net dans la construction d'une politique sportive. Bon, pour terminer, pour réagir vite fait dessus, Nico, si tu en parlais tout à l'heure de Haaland, tu serais du même avis que Yacine? Oui, non, mais Haaland ou un autre d'ailleurs, hein. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de lui parce que Il y a Haaland, mais ça peut être évidemment un autre joueur. Mais c'est vrai que si on parle d'un numéro 9 en ce moment qui cartonne en Europe, dites-moi, du même âge qu'Mbappé à peu près, c'est Haaland, quoi. Ben oui. après c'est quelque chose on n'a pas l'habitude à Paris depuis que les Qataris sont arrivés. C'est qu'effectivement, et c'est Yacine qui le disait bien, on est un club qui ne vend pas. Donc on a un effectif qui se renouvelle quand il y a des fins de carrière. Et on l'a vu là, quand on a laissé partir Thiago Silva et Cavani, ça a été des débats à n'en plus finir. On avait l'impression que le PSG commettait une erreur monumentale en laissant partir des mecs qui étaient là depuis 6, 7, 8 ans. C'est la vie d'un club, c'est la vie d'une équipe de renouveler. Alors là, on parle de Mbappé, c'est effectivement pas n'importe lequel de tes joueurs, mais si tu fais partir Mbappé et que tu recrutes intelligemment avec un joueur du même calibre ou proche, ça peut t'apporter d'autres choses. Et puis aussi peut-être, là on parle entre nous dans nos salons de savoir ce qu'on aimerait faire, mais il y a aussi Pochettino qui va rentrer en compte. Est-ce qu'aujourd'hui Pochettino, dans sa vision du football, dans ce qu'il veut faire à Paris, est-ce qu'il ne sera pas mieux armé avec un joueur style Haaland plutôt qu'un joueur Mbappé? Ça va aussi rentrer en compte. Est-ce que l'effectif du PSG, c'est dans les bureaux à Doha qui va se faire? Alors, ils vont t'annoncer, bah voilà, on va vous prendre Messi parce que pour nous, le business, c'est génial. Ou est-ce que c'est encore une fois Leonardo et Pochettino qui, ensemble, vont bien cibler? Aujourd'hui, moi, je sens pas, encore une fois, Mbappé, il a toujours dit qu'il voyait le PSG comme un tremplin, que le rêve de sa carrière absolue, c'était le Real. Il va avoir fait 4 saisons à Paris. Peut-être que c'est pour lui le moment de partir, et puis peut-être que ce ne sera pas une si mauvaise chose pour Paris, parce que tu vas derrière partir sur une approche différente. Donc, moi, Haaland, j'aime beaucoup, parce que c'est un joueur qui est, comment dire, il est plus mûr, je trouve, que Mbappé.
dans sa manière de jouer. C'est un joueur qui n'a aucune fioriture actuellement dans son football. Voilà, il est là pour marquer des buts. Il n'est pas là pour faire des roulettes. Il n'est pas là pour faire des passements de jambes. Il est là pour marquer des buts. Alors, il a du déchet comme tous les joueurs, mais je trouve qu'il est déjà très très mûr par rapport à son âge et par rapport à son rôle. Si demain tu le fais venir, mais je pense que le Bayern a aussi la même idée. C'est à mon avis l'avant-centre du futur, le futur Lewandowski qui est pour moi la référence absolue en termes d'avant-centre. Donc si tu fais venir un Haaland demain au PSG, moi j'en suis ravi. Et si c'est Mbappé qui part, bah, Mbappé part, c'est de la vie du foot, c'est de la vie d'un club. Samy, je te laisse conclure le podcast. Comme tu étais notre invité aujourd'hui, c'est toi qui conclus sur le dossier Mbappé. Oui, non, mais Yacine et Nico, qu'est-ce que tu en penses sur le fait de, si tu laisses partir un joueur comme Mbappé, mais que si tu prends un mec du profil de Haaland ou d'autres, est-ce que ça te... oui, voilà, moi, oui, sans les comparer, hein, comme l'a dit Yacine, ça ce serait un autre débat sur la valeur intrinsèque du joueur, et aussi tout ce qui implique aussi le joueur, parce qu'on parle de Mbappé sportivement, il y a aussi le côté extra-sportif, et ça, on peut pas aussi le retirer, ce que devient et ce qu'est Mbappé aujourd'hui au niveau international. Je parle voilà, des associations avec les marques, dans les jeux vidéo, etc. Tu vois son nom partout, et forcément le maillot du PSG aussi partout, ça aide. Il y a aussi ça à prendre en compte. Je sais que on veut se focaliser que sur le terrain, mais il y a le côté aussi business qui entre en compte. Et Mbappé, aujourd'hui, je ne vois pas d'autres joueurs ayant son potentiel économique, en tout cas ayant son profil. Haaland, tu l'as dit justement, c'est pas de fioriture, quelqu'un d'assez taciturne, d'assez froid, très monolithe. C'est un profil totalement différent. Mais sportivement, je conçois et je comprends et je suis d'accord avec ce que dit Yacine. S'il s'inscrit dans un projet sportif, clairement, c'est un des prospects qui aurait le profil pour remplacer Mbappé. Et je suis entièrement d'accord aussi avec ce qu'a dit Yacine. Il m'a convaincu pendant qu'il parlait. Je voulais envoyer un pouce. Je trouvais ça bien. C'est vrai. Les gens ne le voient pas quand voilà, on réagit. Même quand des fois vous levez la main pour participer, pour réagir, vous ne voyez pas, mais l'icône se met en jaune avec Mazi. Samy a levé la main, Yacine a levé la main. Donc, D'accord. Et donc ouais, et ce que tu as dit, oui, il m'a convaincu, c'est vrai. C'est vrai que je suis d'accord avec toi que souvent, pour les joueurs français, quand ils quittent le nid un peu, on sent quand même une amélioration assez nette et parfois même spectaculaire, hein. On va pas, voilà, on va pas citer les Thierry Henry ou autres, mais enfin, il y a des joueurs qui prennent une dimension, ou Karim Benzema, une dimension monstrueuse. Donc c'est vrai que je rejoins aussi un peu cette idée. Ce serait en fait, voilà, je pense que ce serait c'est un accord, enfin, comment dire, ce serait un bienfait pour tout le monde au final, quoi. Si Mbappé progresse plus en partant et que Paris est aussi gagnant, voilà, c'est juste, il faudra trouver un bon équilibre. C'est là où je disais que, est-ce que le vent de cet été, ce sera gagnant pour Paris? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il peut attendre un an de plus? C'est plus là, c'est plus ça. Mais dans l'idée du départ, pour moi, je pense que c'est acté, quoi. Après, juste pour qu'il parte l'année prochaine, il faut qu'il prolonge. Toujours le même problème. Je pense que Paris est pas contre le fait de le vendre dans 1 an ou 2 ans, peut-être, hein, mais pour ça, il faut qu'il prolonge cet été, quoi. C'est la seule obligation. Et c'est pour ça que s'il ne prolonge pas, on va devoir le vendre cet été. Mais tu pourrais obtenir un accord et voilà, stipuler on prolonge 5 ans et pour justement assurer ses arrières, dans le contrat, glisser une clause. Une clause que les Qataris ne pourraient pas contourner, comme ça tout le monde serait content. Enfin, T'as on pas le pourrait droit. s'imaginer un truc comme ça. T'as pas le droit en France. Ouais, mais Tu peux pas, tu peux pas, Les tu clauses, peux pas tu te peux dire signer, dire que tu as une libération ou comme tu peux pas le faire Non, ça. en fait, en France, les clauses sur le montant et la durée, tu peux pas. Une fois que le contrat est signé. Même sous un privé? Ouais, ça, mais ça compte pas en fait. C'est-à-dire que si c'est les Qataris lui disent non, mais nous on s'en fout de ce qu'on a signé, D'accord. Ouais. c'est un accord un peu à l'amiable. voilà, si on se fout des règles, évidemment, tout est possible, évidemment. Bon, on arrive à la fin. Attends, juste, tu me laisses 30 secondes pour faire un petit coup de gueule sur le 11 de légende qu'on voit tourner partout là. Et je voulais bien m'expliquer. Ouais, il y a Neymar qui a fait son 11 de légende là. Ah, j'ai pas vu. Bon, je voulais juste dire un truc Alors, j'en veux pas du tout aux joueurs. Voilà, la culture foot, c'est la culture foot de chacun. Il a mis qui dans son 11? Ouais, il a mis Alex, Alex, il a mis David Luiz, il a mis. Enfin, bref. Beckham, Buffon. Ouais. Donc, Beckham, grand joueur parisien de ces 12 matchs. je voulais juste dire un truc, et c'est au PSG, en fait, que j'en veux, moi. Parce que quand tu fais des trucs comme ça, soit tu dis, c'est pas un 11 de légende, c'est un 11 des joueurs passés par le PSG que les joueurs ont envie de faire. Alors, il y a les affinités, il y a les amitiés, il y a tout ce que tu veux. Soit tu l'appelles autrement, soit tu dis aux joueurs, voilà une liste de joueurs qu'on vous propose, tu donnes 2 joueurs ou 3 joueurs par poste, et tu leur permets de donner une équipe cohérente. Mais en fait, ça met le joueur en galère parce que tu as l'impression qu'il ne connaît pas l'histoire du PSG. Tu as l'impression qu'il ne connaît même pas l'histoire du foot.
Il te balance ça comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Encore une fois, moi, je m'en fous de ça, ça me fait rigoler, mais quand je vois les débats sur les réseaux sociaux, je trouve que ça donne une mauvaise image et du joueur, en fait, à qui on en veut d'avoir mis David Luiz. Mais en fait, c'est son pote, il a mis David Luiz qui est passé par le PSG, parce que David Luiz, il reste un an au PSG. Je veux dire, qu'est-ce qui compte dans l'histoire du PSG? Donc, non, mais c'est vraiment pour le club. À un moment donné, l'image du club, c'est aussi ça. Soit tu le fais sérieusement, ou tu lui donnes un autre nom, ou soit tu le fais pas. Mais là, c'est limite ridicule, quoi. C'était bien de terminer sur un petit coup de gueule de Yacine. On n'en avait pas eu aujourd'hui, on n'avait que des choses positives. C'était trop. Ça commence à monter. Il y a eu un petit peu avec Kurzawa, un petit peu avec Mbappé. Et là, bam, de légende de Neymar que je n'ai pas vu, que j'ai regardé. Donc c'est sur le site officiel du club, hein, Yass. T'as rien raté, ouais. T'as raté. Je resterai pas 15 ans dessus. Donc, je veux vous remercier en tout cas d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de toute cette actualité. Merci à Nico, merci à Yacine et merci pour la première et la très bonne première de Samy Mochtabi avec nous. Je voulais te remercier, Samy, et j'espère que tu en reviendras en faire avec nous. Plaisir. Très bien accueilli, c'était vraiment bien. Merci beaucoup. Voilà. L'accueil a été bon, même si les débats ont été un peu vieux. Non, mais bien. Ouais. Il y a eu du respect. Chacun ses idées. Moi, je respecte les idées de tout le monde. Et voilà, quoi. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment intéressant. Un petit mot à Mousse, qui évidemment, voilà, n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui se repose. Ouais. Il faut prendre soin des anciens. Donc voilà, Mousse se repose. Il sera de nouveau avec nous pour le prochain podcast. Prochain match du Paris Saint-Germain, ce sera dimanche prochain contre l'Orient. La lanterne. Une bonne horaire. Pour le marché asiatique. Non, je rigole. C'est 13h quand c'est pour les matchs pour le marché asiatique. Mais voilà, le Paris Saint-Germain qui jouera contre la Lanterne Rouge de Ligue 1 dimanche prochain à 15h et on le débriefera évidemment dans le podcast le lundi. Merci à vous trois d'avoir été avec moi pour parler de cette actualité autour du Paris Saint-Germain. Et puis on se donne rendez-vous au prochain podcast. D'ici là, bonne semaine à tous. Salut. Ciao. Ciao.